En fait, pour moi, tout dépend de chaque individu. Je pense qu'on est tous différents. On a tous une aversion au risque différente et on a tous des situations différentes. Toi, aujourd'hui, tu peux te permettre de prendre des risques. Mais dans un objectif, finalement, quelques mois plus tard, de faire du locatif. C'est un peu filou. C'est un peu filou. On va pas se mentir, c'est un peu filou. Après, ça se fait. Le nombre de nouveaux bitcoins est divisé par 2. Donc, sur les cycles précédents, ça a créé un choc d'offres. Tu dis que l'inflation baisse. Ouais. Tu penses vraiment qu'elle baisse réellement? Salut à tous, bienvenue dans Café au verre d'eau, notre nouveau podcast. Alors je vais pas vous mentir, ça fait 3 fois qu'on essaye de recommencer l'introduction, parce qu'il y a quelques petits fous rires, mais ça va le faire. Donc c'est un podcast qui va tourner autour de la gestion de patrimoine, comment mieux gérer ses finances, ça va être aussi de l'actualité en termes de finances, d'investissement. Voilà, c'est un podcast qui vise à transmettre nos connaissances parce que c'est un podcast qu'on lance à 2. Moi je suis Anthony, ici à David. Enchanté, bonjour à tous. Et voilà, bonjour à tous. C'est à ce moment-là qu'on rigole souvent, mais là on se retient de pas rire. Alors David, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui pour l'instant sont très peu, mais dans quelques mois, to the moon comme on dit. David, 24 ans. En plus d'avoir fait un master gestion de patrimoine, je suis un grand fan de Ronaldo comme tu sais. Okay. Et j'aime beaucoup aussi la salsa. Et Okay. on dit de moi que je suis un salsero. Ok, un salsero, d'accord. Un salsero. Alors c'est CR7 ou R9? Ah non, pour moi le vrai Ronaldo c'est CR7. CR7, je pense que ça R9 va faire pour débat moi. dans les commentaires. Ok, merci David. Moi c'est Anto. Comme toi David, j'ai plusieurs expériences dans le secteur bancaire. Puis je m'intéresse depuis plusieurs années à tout ce qui est investissement, comment mieux gérer mes finances. D'ailleurs, j'ai une chaîne YouTube que j'entretiens depuis maintenant un peu plus d'1 an. Ça s'appelle Anthony Développement. N'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne. Et puis, que dire de plus Je suis bientôt retraité, en tout cas je l'espère, grâce aux différents investissements. On espère tous. Aujourd'hui, on a l'honneur d'accueillir Cassiel, le premier invité de Café au verre d'eau. Exact. Et on se pose une question. C'est un honneur d'avoir Cassiel, de nous faire confiance pour ce premier épisode. Merci Et on pour se pose une l'invitation. question, j'ai envie de dire David, je te laisse poser la question. Café ou verre d'eau, Cassiel? Alors pour ma part, ce sera un verre d'eau. Et aujourd'hui avec Cassiel. Cassiel, comment tu vas? Eh ben, ça va super, hein. Ça va super. Déjà, je vous remercie pour l'invitation et Ouais. pour le verre d'eau. C'est un plaisir, c'est un honneur de te ouais, recevoir. ouais, mais aussi, c'est un honneur d'être là pour le premier épisode. Premier Exactement. d'une longue série, j'espère. Ouais. On l'espère tous. Merci les gars pour l'invitation et puis hâte de commencer. Cassiel, est-ce que tu peux te présenter? Alors, quand je dis te présenter, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. Quels sont tes hobbies, tes passe-temps? Ok. Alors, donc moi, c'est Cassiel. Alors, dans la vie, je suis acheteur. Donc, acheteur, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, c'est un négociateur qui se charge de la négociation de contrats avec des entreprises basées généralement à l'étranger pour l'approvisionnement de pièces auto, pour ma part. Ok. Donc voilà, en gros, c'est des négociations commerciales. Donc voilà, je suis en début de carrière. Donc ça fait 2 ans maintenant que je travaille, que j'ai terminé mes études. Et j'ai d'autres projets à côté de ça que j'aimerais mener à bien, donc des side business un peu comme on appelle ça, Ok. qui tournent d'une part autour de l'immobilier et puis d'autres sujets, l'intelligence artificielle par exemple qu'on pourra aussi aborder un peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, ça fait partie de mes hobbies, on va dire, les business et également aussi j'aime bien le basketball, les investissements en tout genre. Une équipe favorite au basket? Cleveland, Cleveland. depuis toujours. Ouais. Même Même depuis s'il n'y a que- plus LeBron? Même si LeBron n'est plus là, et même avant que LeBron soit arrivé Ok. à Cleveland, j'étais pas- déjà avant. Un basketball X? Ouais, non, Non. même pas. Ok, parfait. On va commencer donc à rentrer entre guillemets dans le vif du sujet. Donc pour être interviewé dans ce podcast, Cassiel, tu as répondu à un formulaire qu'on t'a envoyé avec David. Ça va, le café est bon? Le café bon, ouais. Parfait. Un peu tiède. Un peu tiède tiède, déjà, ouais. sans sucre, hein. Sans sucre, tu me connais. Sans sucre. Tu as répondu à un formulaire qu'on t'a envoyé avec différentes thématiques à aborder sur la composition par exemple de ton épargne, tes projets, sur aussi des thématiques un peu plus philosophiques dans le sens où qu'est-ce que pour toi le bonheur, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous présenter les principaux objectifs que tu as dans les quelques années à venir?
Oui. Objectifs financiers, j'entends. Alors, mes objectifs financiers, si vraiment on prend sur le long terme, on va dire la finalité, moi ce serait de pouvoir arrêter de travailler pour ensuite pouvoir vivre de mes placements, donc mes investissements, mes placements dans l'immobilier ou autre. Vraiment la finalité, ce serait de pouvoir arrêter mon activité et donc de ne plus être contraint à avoir un poste, donc avoir vraiment cette notion de liberté géographique, liberté de temps en fait. Liberté temporelle. C'est ça, liberté temporelle, pouvoir choisir les moments où on a envie de travailler ou non, ce serait vraiment ça la finalité. Maintenant, sur du plus court terme, là actuellement, je suis dans une optique avec 2 amis à moi de créer une SAS en fait. On a un projet qui serait la création d'une SAS pour un immeuble de rapport. Ok, une Et société donc, par action simplifiée. Exactement, C'est voilà. c'est une forme juridique pour une entreprise, tout simplement, avec différentes caractéristiques. Tu voulais rebondir, David? Oui, pourquoi alors? Pourquoi tu te lances là-dedans et pas rester justement salarié comme la plupart des gens? Pourquoi tu veux aller de l'avant et créer des side business, comme on appelle ça? Alors ça, c'est un point de vue personnel. Il y a beaucoup de personnes à qui le salariat va très bien et qui peuvent faire ça pendant une quarantaine d'années sans aucun souci. Mais pour ma part, j'ai toujours eu cette envie de plus de liberté en fait. J'ai voyagé dans ma vie dans quelques pays et j'adore ça vraiment. T'as quel âge, Cassiel, pour information? J'ai 24 ans. 24 24 ans, d'accord. 4 ans, ouais. Ok. J'ai 24 ans, donc Tu as vraiment sorti d'études, comme tu as dit, il y a 2 ans, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est tout frais. C'est même 1 an et demi en fin de compte. Donc oui, Après, c'est la vraiment précision. tout frais. La C'est ça, précision. faut être précis. Donc voilà, j'ai voyagé un peu, j'ai vraiment apprécié ça et finalement je me suis dit pourquoi est-ce que on serait contraint de voyager uniquement pendant les périodes de vacances et un mois dans l'année quoi. Je trouve ça un peu dommage et je me dis pourquoi pas à partir du moment où on a les clés pour faire en sorte de mettre en place des actions, avoir des projets qui permettent sur le long terme de pouvoir s'émanciper un peu de ce quotidien et du coup avoir cette liberté financière et liberté géographique et liberté temporelle. C'est vraiment on va dire le big tree comme on dit. Okay. C'est ça on va dire mon goal absolu. Donc c'est pour cette raison en fait que tout simplement je cherche à quitter le salariat malgré le fait que mon poste d'acheteur me convienne très bien. Je vois tout à Mon fait. métier me plaît mais j'ai d'autres objectifs. Je sais pas ce que vous en pensez, les auditeurs, mais en tout cas, ils parlent très bien. Ah, Ils S'il y a des- expriment bien, ce garçon. s'il y a des Ce garçon recruteurs- s'exprime bien, ouais. ah bah. Il y a des choses à faire. Et il se présente bien. Non, Euh, mais et vous donc, mettez à l'aise j'imagine que- aussi. Vous mettez Ah, à l'aise. c'est vrai. C'est vrai que l'ambiance est assez cosy au final. Pour, Ces petites- Ouais, joli setup. Joli setup. pour ok. revenir, tu comptes pas travailler jusqu'à 64 ans, en fait. Ça, c'est pas possible. Non, ça Non. fait pas partie de mes objectifs. Après, on sait jamais de quoi la vie est faite, mais en tout cas, ça fait absolument pas partie de mes objectifs et je mettrai tout en œuvre pour pouvoir quitter le salariat avant 64 ans. Ok. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu nous as parlé d'un side business, Ouais. avec l'intelligence artificielle notamment. Est-ce que tu peux déjà nous en dire plus? Ouais. Alors, pour ce side business, c'est ma dernière aventure dans laquelle je me suis lancé. Ça fait à peu près 2-3 mois à peu près que je me suis lancé là-dedans. Alors, faut savoir que j'ai fait la totalité de mes études en alternance. Ok. Donc, j'ai fait 5 ans d'études en alternance. Donc, j'ai eu assez tôt mes premiers salaires. Et du coup, ça m'a un peu motivé à mettre en place des actions pour pouvoir accroître ses revenus. Donc j'ai déjà eu quelques autres business. Bon, j'étais étudiant, donc voilà, c'était, T'as on va tenté, dire, t'as le coup tenté. d'essai. Ouais, J'ai tenté. t'as tenté. Dis-moi, Ça a floppé, mais rien d'illégal. non, j'ai rien d'illégal, les amis. Mais déjà, je trouve ça courageux de tenter parce qu'il y a plein de gens à notre âge qui tentent pas forcément des choses. Bah, et donc, tu l'as fait, t'es passé j'ai- de l'avant. J'ai quand même l'impression qu'il y en a de plus en plus, Avec mine les de réseaux rien. sociaux, Tu sais, avec, évidemment. on voit beaucoup d'influenceurs. Bon après, attention, il y a de tout sur Internet. Il y a certaines formations qui sont un peu... Charlatan. C'est ça. Il faut faire attention à laquelle on prend, puis on peut même se lancer sans formation en fin de compte. Mais je trouve qu'il y a de plus en plus cet esprit d'entrepreneuriat qui arrive chez les jeunes et... C'est la nouvelle génération, ouais. Je suis c'est d'accord ça. avec toi, je suis complètement d'accord. Par rapport à la génération de nos parents qui était beaucoup plus salariat, je trouve que ça se développe de plus en plus. Grâce au digital notamment, parce qu'avant, il n'y avait pas le digital, dans les années 80-90, ça s'est Ouais. bien développé. Et maintenant, de plus en plus, on voit des business avec Internet. Mm. Et comme en Anto, d'ailleurs, avec ta chaîne YouTube, où toi, tu bien t'es sûr. bien lancé. Bien sûr, Donc, ouais. on Puis voit dans ça, notre, ce dans notre phénomène de cercle, plus en plus, ouais. dans notre cercle d'amis, on en connaît bien quelques personnes qui effectivement Se sont lancés. se lancent à ce niveau-là. Alors soit à titre vraiment secondaire, d'ailleurs je précise parce qu'on parle de side business, mais side business ça veut dire effectivement un business de côté. On a notre activité principale avec notre activité salariale, entre guillemets, notre emploi classique.
comme monsieur, madame, tout le monde. Et ensuite, à côté, sur son temps libre, sur son week-end, on essaye de mettre en place d'autres sources de revenus à travers d'autres activités. C'est pas spécialement de l'investissement. L'investissement, ça va plus être placer de l'argent, La bourse, l'immobilier. exactement. C'est une forme d'investissement, mais c'est pas un investissement traditionnel. Là, c'est plus vraiment une activité professionnelle, mais secondaire. Puis ça a été beaucoup facilité ces dernières années par le gouvernement qui a mis en place davantage d'aide pour tout ce qui est création d'auto-entreprise, par exemple. Je sais que par De exemple... percevoir le chômage, notamment, avec le Pôle emploi. Comment ? De percevoir le chômage. Ouais, bien sûr, avec bien le sûr. Pôle Ouais. emploi. Ouais, On ouais. comprend ça. Je sais pas comment tu savais. De quoi ? Tu savais Percevoir le chômage, c'est-à-dire ? bah tu perçois le chômage quand tu es en activité micro-entreprise. Ah, d'accord. Ah oui, Ouais. d'accord. Si Ouais. tu quittes ton... Ouais, exactement, ouais. Ok, Tu d'accord. perçois le chômage. Ok. c'est Ouais, je savais pas. Ok, je sais Non, pas. mais on coupera pas. On est tous à On voir. regarde regarde tous, tous, c'est comprend authentique pas. ici, les Et amis. d'ailleurs, c'est plus Pôle emploi, c'est France. France Travail. France Travail, France Travail, exactement, ouais, effectivement, depuis ouais. le 1er janvier. C'est marketing, mais effectivement, c'est France Travail. Ça claque un petit peu plus que Pôle emploi. Des exonérations d'impôts jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de dispositifs qui aident les auto-entrepreneurs Bien pour sûr. décoller. Je sais qu'aussi, on y reviendra plus tard, mais si vous disposez d'un plan d'épargne d'entreprise et que vous souhaitez ouvrir votre auto-entreprise, vous pouvez débloquer l'argent par anticipation. Bon, là, je m'avance un petit peu, mais en gros, voilà, c'est de l'argent que vous ne pouvez pas débloquer, ou que débloquer sous certaines conditions, et c'est une des conditions pour pouvoir débloquer son argent. Tu nous as parlé de SAS. J'ai pas répondu finalement. On est parti un peu Allez. en vrille, mais j'ai pas répondu du coup à la question de David. Anto, il a envie d'aller de l'avant, il est rapide. Ouais. Mais donc juste donc rapidement, voilà, j'avais fait quelques business avant, mais là pour mon business d'auto-entreprise c'est ça. dans l'intelligence artificielle, en fait c'est tout simplement la mise en place de chatbots, donc des solutions digitales pour les propriétaires de sites e-commerce. Ok. Puisque donc là on est en janvier 2024 et l'intelligence artificielle est vraiment en plein essor avec Ok. ChatGPT qui est arrivé, bon ça fait quelques mois maintenant, mais ça continue à se développer et ça va se développer encore davantage. Il y en a de Donc, plus en plus, ouais, c'est ouais. clair. Des IA, il y en a de plus en plus maintenant. sur le Ouais, marché. je pense que tout le Ouais, monde bien sûr. je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment une technologie d'avenir. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire là-dedans. Donc pourquoi pas essayer d'exploiter cette opportunité, brèche, bien sûr, c'est ça, ouais. pour développer un business. Donc voilà, en tout cas, mon Ok. idée est simplement la mise en place de chatbots personnalisés de services clients qui, cette fois-ci, contrairement à un chatbot classique, serait relié à ChatGPT pour Ok. pouvoir apporter un service toujours plus approprié et donc améliorer les performances des sites e-commerce, conversion, newsletter, etc. Ok. Voilà, c'est Là, ça. t'en le es projet. où actuellement dans ce business-là ? Alors À là, quelle phase à peu près ? j'ai pas mal avancé, donc j'ai appris déjà comment créer un chatbot. Ok. La base vraiment pour pouvoir proposer ce service à quelqu'un d'autre, pour être convaincant et pour être fiable et sérieux vis-à-vis d'un prospect. Donc déjà j'ai appris à créer un chatbot. J'ai quand même pris contact avec un prestataire, donc sur des plateformes que tout le monde connaît. Bon, je sais pas si on peut les dire ici, mais bon, au pire vous biperez ça au montage, comme Hello Work, comme Up et tout. Non, Et puis ça d'ailleurs, si quelqu'un veut faire un sponsor, hein, si jamais Si jamais des plateformes sont ouvertes pour Fais-toi un peu plus tard. sponsoriser la chaîne. Fais-toi un peu Ah, mais plus c'est pour vous les gars. Donc ouais, c'est Ah, pour sponsoriser notre chaîne. Ah, oui, d'accord, ouais. ok. j'ai pas de chaîne YouTube moi. Ok. Et donc voilà, donc j'ai pris aussi contact avec un prestataire pour pouvoir, si jamais la demande du client est plus pointue que ce que je peux faire avec mes connaissances, avoir un backup. Ok. Et donc voilà, donc j'ai trouvé mon prestataire, j'ai appris comment faire un chatbot, j'ai mis en place une offre. Ok. Et donc maintenant, je suis en pleine phase de prospection, donc en 2 temps. La première phase, qu'on appelle la phase de scrapping généralement, ou extraction en français, où on cherche du coup des coordonnées de personnes à contacter. Ok. Et ensuite, la phase prospection, vraiment, où on rentre dans le dur, on fait du mailing, on fait du calling, on appelle et on cherche à obtenir des oui. Donc Ok. voilà, je suis en plein dedans. Bah, c'est Donc, concret en tout cas. Ouais, bah, C'est vrai que c'est assez technique. Moi, j'avoue que je maîtrise pas spécialement. Mais peut-être s'il y en a qui sont dans la thématique, si jamais vous voulez apporter votre Votre touche perso. opinion ou vos connaissances en commentaire, n'hésitez pas. Voilà, peut-être que ça pourrait être utile à Cassiel et même si toi tu as d'autres. ouais, pourquoi pas, je suis ouvert à Prendre des contacts, etc. remarques. Oui, je suis content. Tu nous parlais de SAS. Dans les réponses que tu nous as communiquées à travers le questionnaire, on a vu que ton principal objectif c'était l'investissement immobilier. Oui. Tu peux nous en dire davantage à ce niveau-là ? Est-ce que tu as commencé à faire des recherches ? Est-ce que tu connais un petit peu le process pour investir dans l'immobilier, obtenir un crédit, tout ce genre de choses ? Ta capacité d'emprunt, ce genre Ouais. de choses.
Alors, je connais, on va dire, les bases de l'investissement immobilier. Je me suis renseigné sur tout ce qui est comment chercher un bien, les différents types de régimes fiscaux, on va dire la partie émergée de l'iceberg. Après, toute la partie vraiment bancaire, tout ce qui se passe, on va dire, derrière le rideau, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas spécialement de visibilité. Ok. Donc ça, c'est un point sur lequel il faudra encore que je me forme. Ok. Mais ça vient plus dans un second temps pour moi. Après, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais pour moi, dans un premier temps, la partie la plus importante, c'est déjà savoir faire sa recherche immobilière, cibler les villes, cibler le type de bien qu'on veut, vraiment affiner sa demande et ses objectifs. Et ensuite, trouver le bon bien. Et puis à partir de ce moment-là, savoir comment monter un dossier, trouver les bons arguments pour séduire le banquier. Et détecter éventuellement les vices, si jamais il y a certains... Faire son étude de marché tout simplement, voir si la ville a de bonnes perspectives de plus-value, voir si le bien risque d'avoir des problèmes à l'avenir, etc. Voilà, on va dire, c'est surtout cette partie-là sur laquelle je me suis penché pour le moment. Après, toute la partie, on va dire, montage de dossier, c'est quelque chose qui m'est moins familier. Nous, avec David, on pourra apporter un peu de connaissances là-dessus, Exactement. même pour vous, l'audience. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Effectivement, c'est La le but. première question, tu l'as répondu tout à l'heure, c'est pourquoi faire ça? Alors, Tu l'as un petit peu répondu tout à l'heure, parce que tu souhaites diversifier, tu souhaites faire autre chose que le salariat, donc c'est un peu ça la réponse. Peut-être que tu peux apporter quelque chose de plus avec l'immobilier. Vraiment, pour être concret, ce serait en fait d'avoir des revenus passifs. Ok. Moi, ça dépend des personnes, chacun a sa sensibilité. Certaines personnes sont plus à l'aise lorsqu'elles reçoivent une grosse somme d'argent d'un coup sur leur compte. Par exemple, dans le cas d'un achat-revente, moi, ce qui me sécurise le plus, c'est d'avoir des revenus assurés indéfiniment, c'est ça, de manière pérenne. Ok. Et ça, c'est exactement ce qu'on peut avoir avec le locatif. C'est pour ça que moi, en tout cas, c'est le locatif qui me parle. Donc, c'est ça que je voudrais faire. L'idée, c'est d'acheter un premier bien, donc réaliser une bonne opération avec un cash flow neutre, voire positif. Et ensuite, pouvoir donner confiance aux banques pour pouvoir multiplier les opérations, avoir des biens qui s'autofinancent. Et à partir du moment où ces biens sont remboursés, ou même avant, si on a un cash flow positif, pouvoir d'ores et déjà toucher des revenus réguliers, mois après mois. Et On voit qu'il a bossé son sujet. il connaît bien. Effectivement. Il a les bonnes On va connaissances. détailler tout bah, ça, là, tous les termes techniques, cash flow, c'est etc. clair. Franchement, Cash flow, le premier il s'y invité, connaît, il s'y il connaît. envoie du steak, comme on dit. J'ai travaillé mon pitch, les amis. Tu nous as parlé de quelque chose d'intéressant. Il a Vas-y. parlé de visiter des biens. Mais je pense, Cassiel, avant que tu visites des biens, il faut que tu connaisses quelque chose, c'est ta capacité d'emprunt. Oui. Parce que ça va être la première étape. Sans ça, tu vas t'éparpiller. Tu vas être à droite, à gauche, dans plusieurs types de biens. Ta capacité d'emprunt, c'est quoi? C'est l'argent que tu peux emprunter auprès de la banque. Tu sais comment les calculer? Les 33%, c'est ça? Exactement, Oui, c'est la règle des j'en ai 33%. entendu parler déjà 35 vaguement. même maintenant. Bah, en fait, c'est 35% en effet. On dit 33 parce qu'on va laisser 2% de marge, De marge, pour l'assurance effectivement. emprunteur. Mhm. Parce que faut s'assurer, bien entendu, si t'arrive quelque chose, Ok, ouais. entre quelque chose de grave comme le décès ou une incapacité, il faut une assurance emprunteur. Ça, toutes les banques vont t'en donner une. C'est vrai que toi, David, en plus, tu as travaillé dans le secteur immobilier. Ah ouais, j'étais courtier en prêt immo pendant 1 an et Donc c'est un sujet je que tu travaillais aussi maîtrises. en banque. Donc, David, effectivement, tu as commencé à le faire. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent comment calculer tout ce qui est capacité d'emprunt, taux d'endettement, expliquer la différence entre les deux, Bien les sûr. formules, etc. En fait, tout simplement, il y a 2 choses primordiales. On va prendre tes revenus, Cassiel, que tu touches en tant qu'acheteur, et on va prendre également tes charges. Tout ça, on va le soustraire et on va multiplier par le taux justement de 33%. On va diviser tout ça par 100. Et là, on aura justement ta capacité d'emprunt. D'accord. Donc là, dans ton exemple, combien tu gagnes justement? Bon, Et- on peut se faire la démonstration. Ouais, maintenant pour exactement, voir ouais, ce que ça en direct. Ok. Donc on peut partir du principe que je suis à 40 000 avec prime. Donc, on va faire par mois. Ouais, On prévoit 2500 euros ça par fait mois. 1500, ouais. ouais, c'est ça. 2500. Ok. Charge, alors je suis dans une situation particulière, mais j'ai la chance de ne pas payer de loyer. Ok. Alors, je suis logé en logement de fonction. Donc Ok. finalement, si les charges, ça prend en compte que le loyer. Effectivement, oui. Pour être clair là-dessus, quand on va calculer cette capacité d'emprunt, les charges qui vont être prises en compte, ça va être les charges fixes. Donc, par exemple, le loyer, les crédits que vous avez en cours, ou le crédit qui va venir effectivement pour l'achat de ce bien en question. Une pension Les alimentaire pensions, versée. si jamais vous versez une pension alimentaire, je vois pas spécialement C'est d'autres les charges. principales charges. C'est les principales charges. Et les revenus, D'autres prêts à la Ça consommation, va- bien sûr. des prêts, oui, tout ce qui est effectivement prêt, là, ça rentre dans les charges. Les revenus,
revenu du salariat. Bien sûr. C'est pour ça qu'en général, en CDI, c'est recommandé pour emprunter d'être en CDI. Du moins, c'est une exigence de beaucoup On va dire que c'est plus simple. C'est plus simple, on va dire. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a justement une SAS, par exemple, ou une entreprise en général, on va lui demander 2 ans de bilan, voire 3 ans de bilan. Donc c'est un peu plus long. Maintenant, ça dépend des banques. C'est faisable, mais disons que c'est pas le chemin, c'est le chemin, on va dire, sur lequel peut y avoir quelques embûches. Voilà, clair. on va dire ça. Dans tous les cas, les banques vont se baser sur votre avis d'imposition, sur combien vous avez déclaré sur votre avis d'imposition, N-2, N-1. Ouais, exactement, tout à fait. En termes de revenus, donc les revenus du salariat, on peut avoir aussi donc les revenus liés, par exemple, à une auto-entreprise. Après, les banques peuvent prendre plus ou moins, elles font en général une moyenne des dernières années. C'est pour ça que tu as dit qu'il fallait plusieurs années d'activité. Tout ce qui est allocation familiale, ça peut être pris en compte, mais à la marge. Ça dépend ça dépend des banques et ça dépend de la situation. Combien vous avez d'enfants, l'âge des enfants aussi. Exactement. Si les enfants ont peut-être 15 ans, forcément que dans 4-5 ans, ils seront plus sur le foyer fiscal, ils seront majeurs. Donc il n'y aura plus d'allocation. Forcément, si vous empruntez sur 20 ans, la banque elle va se dire mais mon coco, t'empruntes sur 20 ans et les allocations tu les as plus dans 4 ans. Donc ça c'est ça va à l'appréciation après la pension, du coup, la pension effectivement. que vous pouvez recevoir. Si vous êtes une personne divorcée, vous pouvez recevoir une pension. Ouais, tout à fait. Donc là, ça peut être pris en compte également dans le calcul. Et donc toi, pour Cassiel, en fonction des infos que tu nous as données, on a calculé ta capacité d'emprunt. Donc la capacité d'emprunt, je rappelle le calcul, c'est revenu moins charge fois 35% divisé par 100. Toi, comme tu n'as pas de charge, en fait, c'est assez simple. C'est assez simple. Donc, tu touches 2500 € par mois. Si on divise par si on multiplie par les 33 ou 35%, ça fait 875 € par mois. En gros, tu peux pas rembourser plus de 875 € par mois pour ton crédit. Exactement, pour ton crédit. Okay. En sachant que là, on n'a pas rajouté de revenus locatifs futurs. Parce que si toi, oui, bien sûr, d'acheter dans du locatif, c'est vrai. Il y aura des revenus locatifs. Je vais prendre un exemple. Imaginons que tu as des revenus locatifs à hauteur de 1000 € par mois. Les banques, malheureusement, elles ne vont pas retenir 1000 €. Elles vont pondérer. En fonction des banques, c'est 70-80%. Donc elles vont retenir 700 ou 800 € de tes revenus locatifs. Okay. Pour ça, hors charge, bien entendu. Je vois. Hors charge de copropriété, notamment. Ok, ouais. Et forcément, taux d'endettement, Cassiel, tu le devines, il est à 0%. Oui, taux d'endettement. Zéro crédit, pas que je sache en tout cas. Les charges que tu divises par tes revenus, tout ça fois 100. Donc c'est facile, c'est à 0% forcément. Qu'il n'y a pas de charge. Exactement, actuellement. D'accord. Donc là, justement, la question que je me pose, parce que toi, tu as parlé de immobilier, est-ce que tu préfères acheter ta résidence principale d'abord ou commencer par du locatif ? Alors, une question. Ça, c'est un éternel débat. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs écoles qui s'affrontent là-dessus. Alors, moi, je vais te dire, tu m'aurais posé la question il y a encore 1 an, je t'aurais dit, à coup sûr, je préfère être locataire. Ouais. Parce que capacité d'emprunt qui n'est pas impactée par un prêt immobilier. Et voilà, on m'a toujours dit, moi, après peut-être que vous allez contredire, mais en tout cas, on m'a toujours dit que le fait d'être propriétaire et déjà avoir investi dans sa résidence principale empiétait sur ta capacité d'emprunt. Forcément, c'était un prêt en cours, oui. Ouais. Mais contrairement à un loyer qui, lui, par contre, n'était pas considéré de la même manière par un banquier dans ta capacité d'emprunt. Bon, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Pour un loyer, c'est-à-dire pour l'achat de la résidence principale ? Non, un loyer en tant que locataire. Il rentre dans tes charges. Hein. En fait, ça dépend. Le loyer en tant que locataire va rentrer dans tes charges pour un achat locatif. Par contre, un loyer en tant que locataire pour devenir propriétaire de sa résidence principale, oui, effectivement. là, il rentre plus. Oui. En fait, tout dépend de justement. Alors, tu pars sur après, j'ai entendu pas mal de gens parler d'une astuce. Attends. Alors, disclaimer, j'ai jamais fait ça. Mais pas mal de gens. C'était ça finalement les business illégaux. Non, ça faut pas le dire. On coupera ça au montage. Non, il y a 2-3 trucs à couper au montage. C'est juste que certaines personnes investissent dans l'immobilier en disant aux banquiers que c'est pour la résidence principale, mais dans un objectif finalement, quelques mois plus tard, de faire du locatif. C'est un peu filou. Mais... pas se mentir, c'est un peu filou. Après, ça se fait. Beaucoup de gens font ça. Et justement, je pense que c'est dans ces cas-là que le fait d'être locataire est avantageux par rapport au fait d'être propriétaire, étant donné que si tu investis, comme tu l'as dit, en disant que c'est pour ta résidence principale,
ton loyer ne compterait plus dans tes charges, et donc du coup ça te permettrait d'avoir une plus grosse capacité d'emprunt que si tu avais eu un achat, que tu avais fait un achat immobilier pour RP. Ça, déjà au préalable. c'est vrai, c'est vrai. Après, la subtilité, c'est qu'effectivement, si tu dis à ton. Là, je sais pas, mettons, t'es en Ile-de-France et tu dis j'achète à Orléans pour ma résidence principale, il va peut-être tiquer, il va se dire mais vous vous déménagez peut-être qu'il va se dire je vous conseille d'aller plutôt vers une banque à Orléans pour faire votre prêt. Donc ça dépend où est-ce que tu habites, mais c'est sûr, les caisses régionales. si tu habites en Ile-de-France par exemple, donc déjà acheter pour du locatif en Ile-de-France, ça se fait, mais ton bien tu vas le payer plus cher que si tu achetais par exemple en province. Tu marmonnes. Non, mais enfin, T'es pas d'accord. Non, je suis d'accord, justement, je pense que les meilleures rentabilités sont pas spécialement en Ile-de-France parce qu'on le paye cher, on paye le bien cher et les loyers sont plafonnés, donc je pense pas que ça soit la meilleure. Donc après, c'est tout un truc à trouver, mais sauf c'est pour sûr, les JO, à la limite, pour les sauf JO. pour les Ah, JO, ça va ouais. être- Là, ça c'est va être pour du coup important pour les location JO. Airbnb, Il y a effectivement, beaucoup mais d'abus Petite d'ailleurs par astuce rapport aux pour JO. les abonnés, pour les JO, courte durée. il prend un peu Et trop sur ses aises, cet invité là. Ah ouais, j'ai ma tasse, Ouais, moi t'as aussi. ta tasse Café Verdo, c'est vrai. Verdo. Mais effectivement, donc ça dépend. Après, il faut que le projet, même si vous pipotez la banque, il faut que ça tienne la route malgré tout dans le discours, parce que sinon, le banquier va se dire. Et Mais... surtout, tu vas pouvoir le faire une fois ça, mais tu feras pas Oui, deux fois. Ouais, c'est ça aussi, c'est Tu vrai. fais une fois, le problème. mais pas deux. Et puis derrière, il faut pouvoir aussi rembourser son prêt. Parce que finalement, si tu as ton loyer plus ta mensualité de prêt, bon, après, même si tu le loues, du coup, tu as des revenus qui sont générés grâce à ça. Mais faut pas se retrouver dans les choux malgré tout. Il faut avoir un cash flow positif, comme a dit Cassiel. Est-ce que tu peux détailler ça, ce que c'est le cash Bien flow? sûr, le cash flow positif, en fait, c'est tout simplement l'argent, la différence qu'il va y avoir entre les revenus locatifs qu'on va percevoir et l'emprunt qu'on va faire. Donc, imaginons tout simplement qu'on a des revenus locatifs à hauteur de 500, on a un prêt de 400. Le cash flow est alors de 100 euros, tout simplement. Cash flow positif de 100 euros. Exactement. Alors, à noter que, aujourd'hui, on va pas se mentir, avec l'augmentation des taux, il est très difficile Ouais. d'avoir un cash flow positif. Déjà, d'avoir un cash flow nul, je trouve ça super bien. Comment avoir un cash flow nul aujourd'hui? Tout simplement en cherchant des biens avec une rentabilité attractive. Donc, rentabilité attractive, on va prendre une rentabilité à hauteur de 6-7% brut à minima. Donc, la rentabilité brute, tu sais comment la calculer, Cassiel? Non. En fait, tout simplement, tu vas prendre tous tes revenus locatifs que tu vas percevoir brut sur le prix d'acquisition. Et tout ça, ça va te donner ta rentabilité brute. Ensuite, pour avoir ta rentabilité nette, tu vas soustraire à ça tout ce qui va être taxe foncière, ton emprunt, également tes intérêts, les impôts. Les impôts, on en reviendra parce que tu as plusieurs possibilités à ce niveau-là également. Et tout ça, tu auras ton rentabilité nette. Après, il y a aussi, je pense, plusieurs moyens de booster un peu la rentabilité d'un bien, que ce soit par la division, par exemple, en Ou la colocation. La location, ouais. Même C'est le sûr. simple fait de faire des travaux. Après, pour le coup, ça peut, c'est peut-être, enfin, en fonction du bien, ça peut avoir une enveloppe travaux plus ou moins importante. Mais il y a aussi quelques moyens, comme ça, je pense, de booster la rentabilité et peut-être de passer d'un 5% à un 7%. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair. Après, là, pour toi, dans ton cas à toi, je sais pas si c'est le plus adapté. Je partirais peut-être sur quelque chose de plus simple. Parce qu'on va pas se mentir, je pense pas que tu aies une Oui. formation Après, oui, de maçonnerie. c'est ça. Et donc là, tu vas devoir C'est le gros risque. acheter, faire des travaux tout simplement, prendre un artisan. Donc je suis pas sûr que ce soit le plus adapté. Je partirais peut-être sur quelque chose de plus simple, un studio où la rentabilité est très élevée. Là, on va pouvoir avoir du 7-8%, voire un T2, parce qu'en fait, là, le but avec le T2 aussi, c'est d'avoir des vacances locatives moins importantes. Donc les vacances locatives, on va rappeler ce que c'est quand même, c'est le fait tout simplement de ne pas avoir un manque de locataires durant l'année, tout simplement. Ouais. Le fait Que le bien soit loué 12 mois sur 12, par c'est exemple. exactement, ouais, c'est ça. Des choses Du coup, juste pour, parce qu'une fois de plus, on est parti loin. Mais j'ai pas répondu à la question initiale qui était est-ce qu'il faut acheter ou non sa résidence principale? Ah, c'était ça la question. Oui, c'est ça, c'était la question à la base. On s'est éparpillé encore une fois, Donc on oui, s'est éparpillé. voilà. Jean-Pi. Aujourd'hui, je te dirais que je préfère investir déjà dans ma résidence principale pour que l'argent que je Ok. dépense chaque mois finalement ne soit pas un peu de l'argent perdu finalement, puisqu'un Ouais. loyer c'est de l'argent qui est perdu. Donc autant finalement l'investir dans une résidence principale, quitte à revendre la résidence principale après et du coup
à reprendre, alors ça je ne saurais pas dire comment ça fonctionne en détail, mais en tout cas récupérer la partie qu'on n'a pas encore remboursée. La partie qu'on a remboursée en tout cas. Et donc du coup, avoir pendant tous ces mois mis son argent finalement dans quelque chose... dans un actif. Voilà, dans un actif. Investir sur soi-même en fait au final et ne pas payer un loyer. Sur son patrimoine. C'est ça, oui, sur son patrimoine. Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va faire une plus-value plus tard, c'est ça. Ouais. Donc ça c'est effectivement c'est une bonne remarque. Après, faut pas que tu achètes et que tu revendes dans 6 mois parce que quand tu achètes, tu vas avoir aussi des frais qui vont être engendrés. Par exemple, des frais de dossier sur le prêt immobilier, des frais de notaire qui sont à peu près, David, de 8 et 10% à peu près. Exactement. Donc 8 et 10%, tu achètes un bien à 100 000, tu as à peu près 8 à 10 000 euros de frais de notaire, c'est pas négligeable. Donc si tu achètes et que tu revends dans 6 mois, bah, tu as un peu mis aussi 8-10 000 euros à la poubelle. Et en plus de ça, la banque, ça on l'a pas précisé, va te demander en apport justement ses frais. Les frais de dossier, les frais de notaire, et il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, il y a aussi la garantie logement. Donc en termes de garantie, tu auras plusieurs choix. Soit tu vas partir sur une société de cautionnement type Crédit Logement ou la SACEF, les deux plus connus en France, ou alors tu vas pouvoir faire une hypothèque du bien. C'est-à-dire que tu vas mettre un bien que tu as déjà, ou de l'argent d'une assurance vie par exemple, tu peux aussi avoir en hypothèque. La garantie de la banque. Ta banque peut avoir une garantie, elle c'est Prêt de prêteur de... Ouais. Et en PPD en fait. Ouais, exactement. Ouais. HLS. Ouais, c'est ça, exactement. HLS, ouais. C'est ça, ouais. Exactement. Mais non, mais ça c'est encore autre chose, je crois. Enfin, je sais qu'il y a des banques qui ont une garantie qui leur est propre, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas un crédit logement. Crédit logement, c'est national, c'est lié à toutes les banques. Mais il y a des banques qui vont avoir, par exemple, je sais qu'au Crédit Agricole, ça a la garantie CAMCA. C'est une garantie qui en fait c'est la banque qui va pouvoir garantir le bien. Ça se rapproche dans l'idée du crédit logement, hein. Ouais. C'est juste que c'est propre c'est à la interne banque, à la banque en effectivement, elle-même. tout à fait. Et si, imaginons demain tu partais sur du locatif, sur quel type de bien tu irais, et aussi d'un point de vue fiscal, qu'est-ce que tu ferais? Alors, si je devais partir sur un type de bien, déjà je ciblerais plutôt de la location étudiante dans une grande ville, en centre. Ouais, très bonne idée ça. Pourquoi ? Parce que c'est des biens sur lesquels on a une forte demande, on a une forte tension. Donc moi, un des critères que je privilégie le plus, c'est la tension locative. Lorsque j'achèterai un bien, j'ai envie d'être sûr, ou en tout cas on n'est jamais sûr à 100%, mais de maximiser les chances que le bien soit loué et minimiser au plus possible les vacances locatives. Exactement. Ouais. Donc je ciblerais un logement étudiant dans une ville comme Rouen, comme Rennes. Alors après, bon, il faut que je vois aussi en fonction des perspectives d'avenir de la ville. Mais comme type de bien, ce serait ça. Nîmes qui est une ville... ça pas dit, parce que qui est proche de Montpellier. Ouais. Montpellier aussi, c'est très étudiant. Angers. Ouais, Rouen, après, il faut voir Rouen. aussi, chaque ville peut avoir des caractéristiques particulières, notamment en termes de plafonnement des loyers. Ça va dépendre des villes aussi. Je sais qu'il y a par exemple, et tout dépend aussi de la valeur, du prix au mètre carré. Ça, vous pouvez aller par exemple sur des sites comme... Se loger? Non, pas se loger, mais non, pour calculer les prix au mètre carré, la Meilleur Agent. Ah, Meilleur Agent, Meilleur Agent. Ouais. Meilleur Agent, en fait, par ville, on peut trier, et ça c'est super. Au niveau des appartements et des maisons, par quartier, tu peux avoir les prix au mètre carré assez précis, ouais, d'ailleurs. Ouais. Et même le prix auquel on peut louer le bien. C'est assez précis. Exactement, ouais. Et je reviens sur justement la tension locative, il y a des sites spécialisés aussi là-dessus. Ouais. Donc en fait, dans ta base de données, tu vas mettre par exemple à Rouen, dans le 76, et tu vas pouvoir savoir si c'est facile de louer, si on peut trouver des locataires facilement, quelle tension locative. Il y a même le prix moyen des loyers, donc je trouve ça super. Ouais, Rouen, c'est une ville qui m'intéresse beaucoup. En plus, franchement, les biens, ils sont pas chers là-bas, très honnêtement. Orléans aussi, ville très intéressante. Et après, en plus des étudiants, à ta place, je partirais peut-être aussi sur des résidences seniors. Pourquoi ? Parce qu'on va pas se mentir, la population française vieillit de plus en plus. Donc il devient de plus en plus intéressant d'investir chez nos grands-parents, en fait, tout simplement. Tu auras le choix en fait, de louer nu ou meublé. Est-ce que tu as déjà une idée ? Est-ce que tu vois les différences entre les deux ? Oui, alors moi je partirais plutôt sur du meublé. Alors bon, je m'étais renseigné rapidement là-dessus, j'avais vu qu'il y avait plusieurs types de régimes, les régimes micro et les régimes BIC. J'aurais plutôt tendance à partir sur un régime comme par exemple le LMNP où tu as la possibilité de déclarer toi-même quelles sont tes charges plutôt que de partir sur une fourchette désignée par l'État. Bon alors là on rentre un peu dans les détails, hein, mais pour faire simple, je vous explique ma compréhension, vous m'apportez vos détails après.
on a deux grandes catégories de En fait, c'est lui régimes qui nous fiscaux. explique, quoi. Ah, il est fort, il est très fort. C'est nous les invités. Allez, j'ai posé assez mon speech. Vas-y, Non, vas-y. moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a deux grandes catégories de régimes fiscaux, les régimes BIC et les régimes micro. Les régimes BIC dans lesquels on a une imposition en pourcentage qui est déjà définie au C'est régime préalable. réel. C'est et- pas exactement ouais. ça en fait. En fait, Tu bois ta tasse. non, Bois ton- non, mais c'est super ce qu'il dit Cassiel. Mais en fait, c'est le foncier et le BIC. Ouais. C'est deux Ah, choses c'est différentes. ça, En fait, ouais. le foncier, ça va être les loyers nus. Et le BIC, justement, ça va être les loyers en meublé. Vas-y, je te laisse continuer. Ok, donc voilà, moi je partirais plus sur un régime meublé, comme par exemple le LMNP, Oui. où du coup on a une fiscalité qui est plus avantageuse, et même en termes d'exonération d'impôts, on peut déclarer davantage de travaux, alors les meubles, charges, je ne saurais pas dire si on peut ouais. amortir les meubles, mais en tout cas je Si. sais qu'on Ouais. c'est un des régimes, de ce que Ouais. j'ai compris, où on pouvait amortir le plus de composantes du bien, en fait. Exactement. Donc voilà, d'un point de vue exonération d'impôts, c'est ce qui me C'est ce paraîtrait que le t'aurais plus fait. avantageux. Donc c'est plutôt sur ce régime-là que Mais je en serais plus, parti. tu vois, c'est intéressant parce que tu nous as parlé de la fiscalité également dans le formulaire et tu nous as dit que réduire tes impôts, c'était quelque chose d'intéressant pour toi. Oui, Bon. complètement. Avec le VNP, tu vas pas les réduire. Par contre, tu n'auras pas plus d'impôts Que si, ouais, en faisant tout à le fait. VNP que avec le NU. En n'ayant pas investi, effectivement, ouais, tout à fait. Et Cassiel nous a parlé de quelque chose de très intéressant. Il a parlé de amortissement. Hmm. Et c'est vrai que tu vas pouvoir amortir les meubles, mais tu vas pouvoir amortir le bien en lui-même. En fait, imaginons Les que- murs. les murs également, Ouais. ouais, bien sûr, la façade, Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est amortir? Parce l'amortissement. que c'est assez complexe en soi. C'est un terme assez complexe, c'est vrai. En fait, finalement, l'amortissement, c'est la dépréciation d'un bien, en général. Je prends l'exemple d'une entreprise qui a des machines. Les machines se déprécient dans le temps. Donc, on va imaginer qu'une machine vaut 5 000 euros. La société va décider de l'amortir sur 5 ans. C'est fiscal, hein. C'est Exactement, c'est un au amortissement niveau comptable, fiscal. c'est Ouais, ça. comptable, exactement. Ouais. Exactement. En fait, chaque année, la société va décider d'amortir 1 000 euros pendant 5 ans. Mais en fait, ça va être la même chose en MNP, sauf que ça va être avec un bien immobilier. Mhm. Donc, imaginons ton futur bien à Rouen, ou que sais-je, à Orléans, peu importe. Qui sait? Pourquoi pas Saint-Etienne? Enfin, Eh, il y a pourquoi plusieurs possibilités. Tu l'achètes 100 000 euros, tu peux décider de l'amortir sur 20, 25, généralement maxi 30 ans. On ne pourra pas faire plus de 30 ans, c'est une moyenne. Et grâce à ça, en fait, chaque année, tu vas Ça pouvoir permet de déduire le sur déduire les par rapport recettes aux que tu revenus. fais. C'est effectivement. ça, exactement. Et en plus, avec le BNP, tu vas pas payer d'impôts. Tu vas très souvent arriver à un résultat négatif, par exemple de moins de 5 000, mais ça va pas être un déficit. Ça sera juste un déficit qui va être imputable sur tes futures déclarations de revenus, en fait, tout simplement. Et sachant que, à préciser, lorsque tu voudras revendre le bien, cet amortissement, on n'en tiendra pas compte. Si tu fais des plus-values sur le bien, elles seront pas spécialement. Je veux dire, il n'y aura pas d'amortissement qui aura été pris en compte. C'est des plus-values que tu vas faire, toi, prendre dans ta poche. entre guillemets. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc c'est bon aussi à savoir. Ah, la différence d'ailleurs avec le LMP, en fait, le MP, si on passe au stade au-dessus, parce qu'on sait qu'on n'a pas expliqué la différence Oui, entre les deux. parce que Et ça, alors c'est déjà, le les loyer, acronymes, c'est ça. Ouais, c'est ça. LMP, le loueur meublé professionnel, LMNP, loueur meublé non professionnel. Ouais. Effectivement, entre les deux catégories, professionnel ou non professionnel, pour savoir si on est dans une ou l'autre catégorie, ça va dépendre de deux choses. Soit il ne faut pas dépasser 23 000 euros de recettes, c'est ça, ou Exactement, de de revenus locatifs. revenus locatifs. Brut à charge comprise. Exactement. Ou alors, il ne faut pas que tes revenus locatifs soient supérieurs à tes revenus À tes de revenus ton salariés. activité salariale, C'est ça. effectivement. Exactement. Ouais. Mais ce qui est dans la majorité de la plupart des investisseurs immobiliers, à moins d'avoir 5, 6, 7 biens immobiliers, mais si tu as un ou deux biens immobiliers, Bien sûr. dépasser les 23 000 euros de revenus, c'est déjà beaucoup. Oui, je pense qu'il y a une marge avant d'arriver à ce stade-là. Et que ça dépasse aussi tes revenus salariés, c'est pas toi qui sont par exemple de 40 000 euros annuels. Bon, ça c'est avant impôt. Enfin, c'est avant C'est impôt. avant un peu, oui. Exactement. Donc après c'est en brut, je veux dire. En net, tu dois être à peu près à 33 000, quelque chose comme ça. Ouais. Ensuite, tu as l'abattement des 10%, tu sais, sur les impôts. Bien sûr. Donc de 3 000, ça fait à peu près du 30 000 euros net. Bah, tu vois, 30 000 euros net, pour avoir 30 000 euros de revenus locatifs, il faut déjà avoir. Supposons que on loue un bien, 1 000 euros par mois, c'est déjà beaucoup.
ça fait 12 000 euros pour un bien en un an. Il faut avoir faut avoir plus de 3 biens au final. 12 x exactement. 3, 36 000. Oui, il faut y aller. En fait, Donc il faut y aller. C'est pas à notre âge, à 25 ans, c'est compliqué d'arriver à plus de 23 000 euros de recettes, Ouais. on va pas se mentir. Donc non, c'est très bien pour commencer, je trouve, le MNP. Dans ton cas à toi en tout cas, parce qu'il faut toujours se mettre au cas de la personne. Je pense que s'il y avait une personne de peut-être de 40 ans avec des enfants, je ne m'adresserais pas de la même manière à lui, je ne dirais pas la même chose. Mais dans ton cas à toi, je partirais sur pourquoi pas du MNP. Après la raison principale, bien entendu, Oui. parce que... Donc dans t'es ton cas, d'accord sur ce point? En fait, je suis d'accord, oui et non. En fait, tout dépend de chacun et tout dépend de la vision. Parce que aussi, il y a le côté confort qui est très important. Et même si on est investisseur, bah, c'est important aussi d'avoir du confort pour soi. Et je respecte tout le monde, en fait, chaque décision. Je pense qu'on peut commencer par lâcher sa résidence principale, mais quelqu'un qui me dit non, je préfère commencer par du locatif. Parce que dans ton cas, toi, vu que tu es hébergé à titre gratuit, ce serait pas tant une mauvaise idée que ça. Maintenant, quelqu'un qui a un loyer, bah, peut-être que ce serait plus adapté. Ouais. Enfin, Après, chaque cas est différent, mais la banque aussi ça me peut choquerait dire pas, en tout cas. Cassiel l'héberge à titre gratuit. La situation est un peu particulière, c'est pas son logement à lui. La banque peut aussi prendre en compte un loyer fictif, par exemple, puisque là il paye C'est pas de possible, loyer. Ouais, c'est possible. Ouais. D'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui, bien sûr. Là, il paye pas de loyer parce que sa situation elle est atypique entre guillemets. Tu t'es hébergé chez ton père, c'est ça? C'est ça, dans un Donc, logement de fonction. Dans un logement de fonction chez ton père. Et donc, la banque peut se dire, il a peut-être pas été hébergé pendant 15 ans chez son père. Donc, elle peut aussi prendre un loyer fictif à ce niveau-là, peut-être 500 euros. Exactement. Ça dépend après de chaque, En fait, ça- chaque surtout, organisme banquier. Hein, mais... Ouais, c'est surtout bancaire, en fait, mais- justement le Crédit Logement, la SACEF, ce genre d'organismes qui vont se faire ce genre de prévision et qui vont se dire est-ce C'est qu'il y une a un sécurité, risque c'est une sécurité, effectivement. pour Cassiel d'avoir un achat locatif en premier lieu. En fait, c'est surtout, imaginons demain, ta femme, des futurs enfants, et ce que tu veuilles investir Dans 9 sur mois. ta résidence principale, alors que tu as déjà des locatifs dans 9 mois, peut-être dans 9 mois, là, en fait, ça sera dangereux. Et en fait, ton endettement sera peut-être assez élevé à ce moment-là, à cause du fait que tu es déjà investi dans le locatif, justement. Ok. D'où le fait de bien respecter, si possible, hein, ce ratio de 70%. Donc, imaginons, je reviens, un revenu locatif 2000 euros. Si tu peux avoir un crédit à hauteur de 700 euros, c'est l'idéal. Comme ça, en fait, quand on dira la pondération, ça va s'équilibrer entre les deux. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est très difficile d'avoir un cash flow positif et d'être à l'équilibre au niveau des banques de ce point de vue-là. Sachant qu'au niveau des taux, on a connu vraiment une belle hausse depuis à peu près 18 mois à 24 Un mois. truc de fou, ouais. Ouais. On était quoi allez, moins de 1% Ouais, des fois des fois, en ouais, c'est vrai. Sur 25 ans. 2019-2020. Et aujourd'hui, on est à peu près à... Sur 25 ans, effectivement, aujourd'hui, on est à peu près à entre 4 et 4,5. C'est ça. 4,5 à peu près. C'est des taux qui ont été augmentés par les banques pour suivre l'inflation. Parce que l'inflation étant de 8 voire 10% ces derniers mois. Là, ça a beaucoup baissé justement, Ouais. mais 3,7%, je crois que j'ai vu 3,7 ça en sur décembre. un an, là, effectivement. Ouais. Ouais. Mais donc les taux d'immobilier ont effectivement augmenté. Idem, par exemple, les taux d'épargne, le livret A qui était à 0,5% par an il y a 2 ans, maintenant il est à 3%. Donc tout a été revu à la hausse. Là, comme l'inflation a beaucoup diminué et devrait certainement se stabiliser, les taux pourraient baisser prochainement. Ouais, je vais effectivement. revenir en plus sur tes propos, c'est exactement ça. Et je vais aller plus loin. En fait, tout part de la Fed. Tout va partir des taux directeurs de la Fed. Jérôme Powell. Ouais, Jérôme Powell, exactement. Et par conséquent, Alors la c'est Fed, aussi non mais la Fed, ouais. Donc aux États-Unis, Voilà. en fait, tout simplement, c'est eux qui vont gérer au niveau du marché C'est la BCE à l'américaine. à l'américaine. La Banque exactement. centrale Tout part de là, en européenne fait, et au final. américaine. Effectivement, c'est eux qui drivent. Exactement. Pas mal Si de- on augmente les taux, si on les baisse, et tout ça aura un impact. Justement, les taux n'arrêtaient pas de baisser depuis de longues années. Et depuis la fin du Covid, les taux ne font que augmenter à ce niveau-là. Oui, tout est C'est lié. pour- C'est tout- le cycle exactement. macroéconomique, effectivement. C'est ça. Et là, ils sont en train de stagner en ce moment. Donc, tout part des États-Unis, puisque en fait, généralement, la BCE suit les Il États-Unis. suit, hein. ouais, bien sûr. Toujours. ouais, bien sûr. C'est pareil pour les indices boursiers, mais ça, on y reviendra peut-être plus tout à l'heure. On va devoir changer de sujet d'ailleurs après, parce que là, ça Mais fait une petite en- demi-heure qu'on parle juste- d'immobilier. Un petit débat. Mais que t'es je invité, pense, vas-y. Chose qui m'a. Tu dis que l'inflation baisse. Ouais. Tu penses vraiment que qu'elle baisse réellement? Je Je sais pas, non, parce que enfin,
Enfin, je sais pas si j'avais lu un article là-dessus, je sais pas si vous l'avez vu aussi, c'est sur le calcul de l'inflation. Le panier de la ménagère, comment est-ce que c'est calculé? Exactement, ouais, c'est ça. Comme quoi, Ça, le c'est, panier de la ménagère, ça. Non mais le panier de la vas-y, ménagère vas-y. qui évolue de chaque année, en fait, on compare des choux et des carottes, là. Ouais, mais est-ce que tu te rends compte du nombre d'hypothèses qu'il y a dans ton raisonnement? Mais non, mais franchement, regarde. Non mais Tu vas prendre un panier moyen en 2022 dans lequel tu vas mettre, je sais pas moi, 40% des dépenses ouais, de bien sûr. l'alimentation. Après t'as le carburant, enfin bref. Ouais, voilà. voilà, c'est ça. Et l'année suivante, tu vas prendre d'autres. Après, il faut bien se baser sur un facteur, sur un chiffre. Nous, en tant que population française, je veux dire, qui travaillons pas dans les institutions financières, on gobe ce qu'on nous dit. On nous dit que ça baisse, ça baisse. Après, foncièrement parlant, est-ce que ça baisse vraiment? En tout cas, déjà quand on dit ça baisse, c'est que l'inflation augmente moins. C'est pas spécialement que ça baisse, parce qu'on n'a pas une désinflation. On passe pas de... Exactement. Donc c'est juste que ça augmente, mais Elle au lieu d'augmenter de augmente- 8% par an, elle ça augmente augmente de moins 3 ou 4%. Exactement. Elle augmente moins vite. Je jette l'arbitre entre vous deux, messieurs. Elle augmente, c'est vrai. Elle augmente moins vite. Oui, c'est ça. Oui. Déjà, elle baisse pas, mais même. Oui, elle baisse pas. On est même pas, on est C'est même pas pas le vraiment. terme de. Ouais. On est même pas vraiment Adéquat. sûr que en fait la progression stagne Ah non, ou Eh, se je stabilise. suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. Ouais, mais on aimerait bien. Hein. non, mais en tout cas, Bref, Anthony. ouais, effectivement. Mais non, en tout cas, c'est les sons de cloche qu'on nous vend actuellement. Après, est-ce que l'inflation baisse? À toi d'avoir ton. Voilà. Moi, je pense que oui, chacun a son avis critique. Non, mais après, bien sûr, on peut en Je mettre en. De pense toute façon, qu'il les y a- chiffres, on peut les manipuler comme on veut. Hein. Ouais. En gros, on le voit avec les partis politiques. À gauche, on va dire ça, à droite, on va dire ça. Finalement, c'est les mêmes chiffres, mais qu'on interprète différemment. Donc après, l'inflation. Parce qu'il y a un truc qui est vrai, c'est qu'elle va augmenter de moins en moins vite. Et au niveau des prêts immobiliers, les taux vont commencer à diminuer. Je pense que d'ici mai, juin, les taux de prêts immo ou même de prêts conso vont commencer à bien Ouais. diminuer. Et je ne serais pas surpris que fin 2024, on ait des taux sur 25 ans à 3, 3,5. Ouais, Je pense que ça va baisser dans ce milieu-là. Donc ça ferait une baisse de 1% environ. Ok. Je serais pas surpris. Mm. Et après, les taux, faut pas le voir que comme quelque chose de noir. Enfin, tout va dépendre des personnes. Par exemple, je pense à quelqu'un qui va très bien gagner sa vie. Bah, croyez-moi, ça va pas du tout déranger l'augmentation des taux. Au contraire, il va pouvoir l'imputer justement dans ses charges au niveau de la fiscalité. Et donc, il va payer moins d'impôts. En investissement Exactement. locatif, pas en résidence principale. Bien sûr. Je reviens bien sûr sur l'investissement locatif. Ouais, bien sûr. Que ce soit en foncier, mais Oui, toujours ça, réel, bien entendu. on l'a peut-être pas précisé, oui, on peut déduire des charges, donc par exemple les travaux, etc. On peut, taxe foncière. on peut aussi déduire la taxe foncière, on peut aussi déduire les intérêts d'emprunt, tout à fait. Des différentes assurances aussi. Les assurances, propriétaire, d'habitation, propriétaire occupant. occupant, de loyer impayé, une garantie locative également, ce genre de choses. On peut Ouais, garantie déduire, loyer impayé, tout à fait, ouais. que ce soit au foncier ou également en BIC, à la MNP. Juste en BIC, on va pouvoir faire des amortissements en charge, on va pouvoir les imputer, ce qu'on ne peut pas faire justement avec le foncier. C'est ça vraiment la différence entre les deux. C'est ce côté amortissement où la charge est vraiment très très importante. Ok. Ok. Est-ce qu'on change de sujet? Eh ben écoute, après, Allons-y. alors Cassiel, juste pour revenir, parce qu'on va peut-être parler de fiscalité, mais on a déjà un petit peu abordé. Qu'est-ce que tu as mis en place déjà pour réduire ta fiscalité? Alors, à mon échelle, pour être honnête avec toi, rien du tout. Ouais. Rien du tout. Après, actuellement, j'ai passé mon argent sur différents, sur différents placements. Après, comme j'ai dit, j'ai terminé mes études il n'y a pas très longtemps, Ouais, donc donc, niveau je impôt, ne suis même pas encore imposé. Pour tout T'as dire. pas encore payé d'impôts quoi, pour Non, l'instant. j'ai pas encore payé d'impôt, je suis toujours imposé sur mes revenus de l'époque où j'étais en alternance et où du coup j'avais pas le seuil nécessaire pour être imposé. Donc j'ai pas vraiment de réduction d'impôt à faire pour le moment étant donné que j'en touche pas. Après ça va me concerner très rapidement. Bah, en fait, c'est ça, c'est pour tes futures déclarations d'impôts. Là, tu vas commencer à en payer. Je pense que tu vas être tablé sous la marge des 30%. On rappelle, il y a différentes catégories. La On tranche verra- marginale d'imposition. Exactement. La TMI, comme on dit. 11, 30 Zéro. et 0 avant. Mais c'est vrai qu'on peut être à 0. Si on a moins de 11 000 euros, quelque chose comme ça. effectivement, ouais. D'ailleurs, ça a été augmenté. Revu. Revu Avec par l'inflation. rapport à l'inflation, justement, à hauteur de 4,6% de plus. Donc, si on a moins de 11 500, on est à 0%. 0% d'impôt. Si on est à 30 000 de mémoire, on est sous la marge des 11%. Ouais, Si on a plus de 30 000, je crois que c'est pas 30 000, ça doit être 25 000, il me semble. c'est entre 25 et 30 000. Mais Mais ça a ouais. bougé un petit peu Ouais. avec les 4,6. Après, on passe à 41, 45%. Donc là, c'est vraiment des personnes qui touchent Mais sachant que énormément. c'est Surtout le progressif. 45. C'est un barème progressif. Exactement. C'est-à-dire que
on va avoir nos revenus de 0 € à 11 500 qui vont être à 0% C'est d'impôt. ça. Ensuite, les revenus de 11 500 à 25 000 et quelques, à vérifier les chiffres, hein, mais c'est à peu près ça, qui seront à 11% d'impôt. Ensuite, les revenus de 25 000 à 70 000, 78 000 Ok, je seront à dirais 30%, etc. etc. Heureusement, d'ailleurs. Imagine Imagine si ouais, c'est 40 000 en fait, qui étaient tous imposés à Ouais, 30%. on dirait que déjà la France, on est le pays le plus imposé au monde. Donc C'est ça. Le calcul est très simple. C'est que, comme a dit Anto, imaginons tu gagnes 30 000 Anto, euros. carrément. Ouais, bah attends, c'est ton surnom. On va faire 11 500 fois 0%. Ouais. Ensuite, on va faire tes 30 000 moins 11 500 qu'on va faire fois 11%, tout simplement. Et Après, ça que- c'est assez simple à. Ça, c'est vrai que facile. d'ailleurs, Et c'est après, vraiment on va ça, prendre parce ton que- quotient familial également. Mais toi, c'est simple, t'es célibataire. T'es célibataire. Fiscal. Célibataire fiscal. Célibataire, célibataire. One life. Je précise. Non mais c'est marrant parce que j'avais eu cette discussion avec un collègue de boulot qui m'avait posé la question. En fait, il était à un certain revenu et il avait une proposition d'augmentation Ok. qui lui aurait fait passer à la tranche marginale d'imposition supérieure. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Et en gros, la question qui se posait, c'est est-ce que finalement je ferais pas mieux de refuser cette augmentation par peur d'être imposé du coup, sur effectivement. l'intégralité des revenus parce qu'en fait, il n'avait pas pris en compte le fait que c'était progressif. Il pensait qu'il serait imposé sur la totalité de ses revenus à la tranche du coup des 30%, vu que ça le faisait passer dans les 30%. Mais ça, c'est parce qu'il n'avait pas vu le premier épisode de Café au verre d'eau. Exactement. Parce que maintenant, ouais, David, je te laisse répondre. D'ailleurs, Mais... Jacques, si tu regardes cette vidéo, Comment il s'appelle? Jacques, Jacques, tu le Jacques, montres pas, mais. shout out à toi. je suis pas trop d'accord avec lui. Parce Ah, qu'au final, pas du tout, même. on est Ah oui, pas non, d'accord oui, avec bien lui. sûr, moi non plus. Ah Mais bah. du coup, je lui ai expliqué après que c'était progressif et qu'il serait imposé juste Exactement, ouais. sur la tranche qui Et dépassait c'est exactement ça, Cassé. de je sais plus à partir de combien on passe dans les 30%. Ouais, bah, mais, ça devait être après à 25 ou 30 000 euros. Exactement, dans ces eaux-là. Il y a un Voilà. chiffre précis. Et ça sera vraiment une toute petite partie Oui, c'est ça. qui sera C'est sur vrai. la masse supérieure. Donc, Et Tout à fait. il Jacques, resterait, ne t'inquiète pas, tu vas pas payer Tout va bien, beaucoup d'argent. Jacques a accepté la promotion. Il a bien fait. Félicitations. Sur les conseils, Félicitations, j'espère que t'as pris un petit pourcentage quand même, Ah, parce non, que c'est grâce à tes conseils finalement. C'est pour les copains. C'est pour les copains. C'est pour les copains. Moi j'ai envie qu'on parle investissement. Ah bah, c'est ce qu'on fait depuis le début. Qu'on parle investissement, investissement financier. D'accord, on va D'accord. sur la finance. ouais. Allons-y. Est-ce que tu peux nous présenter, Cassiel, la répartition de ton épargne? T'es pas obligé de donner les montants exacts, mais tu peux dire combien t'as sur tel type d'épargne. Alors, si je devais faire une répartition en pourcentage. Tu peux donner les montants aussi. Hein. Bon, allez, C'est- on met les deux pieds dedans. N'hésite pas à dire le total également aussi. On met les deux pieds dedans. Là, actuellement, j'ai à peu près 35 000 euros de côté. Qui sont répartis de la manière suivante. Pour faire simple, j'ai 10 000 euros sur mon livret A Ok. pour une épargne de sécurité, avoir de l'argent disponible au cas où. 10 000 euros sur un livret d'épargne populaire. Ok. Donc là aussi, on peut parler d'une épargne de sécurité. Donc voilà, ça me fait à peu près 20 000 en sécurisé. Ok. J'ai 9 500 euros sur un PEA. Ok. Donc Plan côté d'épargne en PEA, action. ouais, plan d'épargne en action du coup, donc des produits boursiers. Sur cela, c'est majoritairement des ETF que j'ai, enfin, c'est intégralement même des ETF que j'ai, donc le Nasdaq pour ceux qui connaissent. Des On y valeurs reviendra. On va développer après. Ok, mais on ouais. y reviendra, donc voilà, stratégie plutôt sécuritaire malgré tout. Les ETF, La petite c'est des moule, là. ETF. on pourra en discuter. On pourra en discuter En tout cas, après. Disons que c'est pas du monétaire. T'as quand mais- même investi un tiers de ton argent dans un PEA. Et il a Alors, pas fini. un peu ok. moins, pas fini, un mais- peu moins d'un tiers. Mais Dire que c'est sécuritaire, c'est. on pourra en discuter Mais tout à l'heure, oui, mais ouais. pour moi c'est quand même assez sécuritaire, mais on en Ça reste un discutera. ETF, mais oui, bien sûr. Et donc voilà, là ça nous fait à peu près 30 000. J'ai 1500 euros à peu près sur un compte titre. Donc Ok. compte titre, voilà, en fait c'est un peu l'équivalent d'un PEA, sauf que on peut investir sur des capitalisations américaines. Bien sûr. Donc c'était pour acheter du Apple. International d'ailleurs. Oui, Américaine. international. Parce que oui. chinoise, Ouais. On va développer après. Je Donc te voilà. laisse finir. Donc j'ai investi sur du Apple, voilà. Il y Non, avait eu un split Amazon. d'actions. Amazon. Amazon, oui, t'as raison, ouais, exactement. Le split. C'est ce que je vous ai mis dans le formulaire en tout cas. Oui, non, t'as raison. Bon, Apple, Amazon, ça reste les GAFA. Et donc, du coup, voilà, et j'ai 3500 euros et quelques, plus 3000 euros sur un PE, Ah, ok. mon PE que j'avais. Et, Ok. Avec ton entreprise actuelle. Avec mon entreprise actuelle, tout Ouais. à fait. Et je crois que c'est tout. Je crois que Peut-être, tu fais le tour. C'est je pense. déjà pas mal. C'est déjà pas mal, C'est déjà pas mal, c'est assez Enfin, diversifié. c'est déjà pas mal, tout est relatif, mais. Il n'y a pas tout le monde à 24 Oui, oui, ans bien sûr, qui a exactement, 35 t'as 000 raison. euros déjà. C'est pour ça que oui, il faut. Enfin,
il faut sortir ça du contexte. Enfin, si on sort du contexte, dans le contexte, effectivement, combien tu m'as dit 35 000 euros 35 000 euros. 35 000 euros à 24 ans, effectivement. C'est beau. C'est beau. Quand même. C'est, Je pense pas qu'il y ait c'est. tous, Non, mais. auditeurs qui ont. Non, mais bien sûr, tu vois. Non, mais c'est beau, oui, effectivement. Bah, c'est sûr que tu dois faire partir du top 10%, à mon avis, effectivement, des Après, jeunes. j'épargne assez facilement en fait. D'accord. J'épargne pas mal, je suis pas du genre. Est-ce que tu peux nous donner Tu parles combien par mois, ta ouais. capacité d'épargne? Alors, la capacité d'épargne, c'est les revenus. Les revenus moins les charges, c'est ça? Enfin, ou les. Non. Capacité en fait, d'épargne. c'est l'épargne, c'est par C'est rapport. combien est-ce qu'on met de côté par mois, effectivement, mais capacité d'épargne, épargne mensuelle divisée par revenu mensuel, effectivement, et ça donne le taux d'épargne. Mais vas-y, donc capacité d'épargne, combien est-ce que tu arrives à mettre de côté par mois? Alors moi sur 2500 euros en fait j'arrive à mettre 1500 euros de côté par mois et j'arrive à vivre avec 1000 euros par mois. Ok. Parce Mais que c'est- déjà donc c'est premièrement, quasiment, j'ai pas très de fort. loyer. C'est combien? C'est Après, j'ai pas de loyer 60%? aussi. Ça, c'est 60%. On se rapproche d'un partie- Paris Stafailleux, là. C'est- Ah, on espère. Non, mais- bon, 60% de taux d'épargne. Mais Ça veut dire oui. que tu épargnes 60% de ton salaire. Mm. C'est effectivement. Après, tu es hébergé à titre gratuit. Donc... C'est ça. Généralement, personne, en banque, on conseille à nos clients d'épargner environ 10% de leur salaire, voire 20% si c'était possible, parce que c'est pas forcément évident. Bien Mais sûr. la chance de Cassiel, c'est qu'il n'y a pas de charge. Donc Il y a pas de forcément, il n'y a charge. pas de loyer actuellement. Pas Donc c'est d'enfant. beaucoup plus simple de mettre justement ce 60%, parce que dans la vie, je pense que tu as des loisirs. Je pense que tu dépenses un peu d'argent, donc les 1000 euros partent uniquement sur les loisirs, j'imagine. Ils partent sur Les bouteilles en boîte. l'alimentation, le carburant et oui, le reste c'est La bringue. c'est les sorties, c'est la bringue. C'est la bringue. C'est Tu peux le dire, tu peux le dire, bonne c'est pas life, par bonne life. Ouais, non mais oui, c'est clairement ça, c'est clairement ça. Après bon, Et donc, 1500 euros par mois, comment est-ce que tu les répartis? c'est-à-dire Tu les mets où? Alors, pendant longtemps, j'ai mis sur le livret et le livret d'épargne populaire pour constituer du coup cette épargne de précaution. Maintenant, avec 20 000, j'estime qu'elle est suffisante. J'ai pas dans l'immédiat besoin d'en mettre plus de côté, donc je me permets de mettre mon argent sur des actifs plus volatiles, plus dynamiques, plus dynamiques, on va dire. C'est le mot, C'est effectivement. ça. Donc, en gros, ce que je fais à partir de maintenant, c'est que je mets 500 euros sur le livret A et 1000 euros sur le PEA. Tu continues quand même à sécuriser un peu d'argent sur le livret A. Oui, je continue quand même, parce que je me dis 500 euros, ça monte petit à petit, et c'est Ok. déjà ça de sécuriser. Après, j'ai pour objectif, dans les mois à venir, d'investir plus côté crypto. Ok. Côté crypto, on pourra peut-être en reparler un peu plus tard. Il se passe des choses. Il se passe des Mais choses. Il y a des grosses actus côté crypto, et potentiellement, ça pourrait être une opportunité pour le futur. Voilà. Après, bon, je pense que il y a beaucoup de. En fait, je pense que. Ouais, vas-y. Il y a aussi une Après, notion la de crypto. mindset. J'ai souvent l'impression que beaucoup de gens associent le fait d'épargner à une punition en quelque sorte. L'argent que j'épargne et l'argent radin. que je peux pas dépenser, et même pas dans ce sens-là. Faut pas les écouter, Cassiel. Ouais, mais tu sais, voilà, si t'écoutes la vie des gens, tu sais, à la fin tu t'y arrives plus. Hein. Mais non, moi, souvent, les gens Sois associent. toi-même, sois toi-même. Une forme de privation. C'est ça en fait, c'est l'argent que je dépense pas, je pourrais pas le dépenser, et limite c'est de l'argent perdu. Que non, en fait, moi je vois juste ça comme. Un investissement. En fait, non, même pas. Le Cassiel d'aujourd'hui qui s'occupe du Cassiel dans 20 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Le Mais Cassiel tu investis sur d'aujourd'hui, toi-même, tout simplement, pour ça, le futur. Les Cassiel d'aujourd'hui qui rend service au Cassiel dans 20 ans, qui potentiellement aura pu investir cet argent, récolter des intérêts, des intérêts et tout. T'entends beaucoup de gens qui disent oui, il faut que je dépense tout ça aujourd'hui parce que s'il faut, demain je suis plus là. je serai mort. Ouais, bien sûr. Sauf que généralement, beaucoup de gens disent ça, mais 30 ans plus tard, ils sont toujours là. Bah, tant mieux d'ailleurs, mais oui. Et finalement, voilà, ils sont toujours là, mais avec pas d'épargne, parce Ouais. que Mais ils ont bloqué préféré dans profiter. bloqué dans la rat race. Exactement. Ouais. C'est ça. Messieurs, je vais revenir Après, sur c'est un choix de vie, mais en tout cas, moi, je trouve que épargner, c'est quelque chose de positif. Bah, je reviens Partage, sur je partage ton point de vue. sur un point important. Cassiel, tu as abordé justement ta répartition de ton épargne. Alors Anthony il m'a fait un petit commentaire à dire ah je suis d'accord. En fait pour moi tout dépend de chaque individu. Je pense qu'on est tous différents. On a tous une aversion au risque différente et on a tous des situations différentes. Toi aujourd'hui tu peux te permettre de prendre des risques. Ouais. Pourquoi? Parce que t'as pas d'enfant. T'as pas de femme et donc forcément je remets le couteau sur la plaie. Célibataire, on aurait pas dit comme ça. Et là c'est plus fiscal alors.
Donc forcément, tu peux te permettre de prendre des risques, tu C'est vois. vrai. Tandis que quelqu'un qui va avoir des enfants, ça coûte de l'argent. C'est vrai. En moyenne, tout de même. C'est 150 000 euros. Ouais, facile. Hein. Je crois, de 0 à 18 ans, 150 000 euros, il me semble qu'un enfant, ça te coûte. Ouais, c'est ça. Je crois. 50 000 euros. 150. Ouais, mais 50 000 euros de 18 à 25 s'il fait des études supérieures. Ah, ok, peut-être. Donc c'est super élevé, quoi. Ouais. Donc forcément, on pense à ça, on prend moins de risques quand on arrive à cet âge-là, donc environ Oui. à 35 ans, à peu près. Et à la retraite, on a encore notre vision. Donc toi, tu peux te permettre de prendre des risques du fait de ta situation et du fait que je suis d'accord avec ta répartition de faire, tu nous as dit, à peu près un tiers finalement dans tes livrets d'épargne, Ouais, c'est un ça. tiers dans ton PEA et ensuite un tiers mixé entre un PE, du Bitcoin. Exact. Ok. J'aimerais bien qu'on redéfinisse quand même les différents produits, parce que Cassiel a parlé de beaucoup de choses, PEA, Ouais, ETF. C'est pas spécialement clair, je pense, peut-être pour tout le monde. Donc le PEA, c'est le plan d'épargne en action. C'est un produit qu'a mis en place l'État français pour pouvoir investir, déjà premièrement sur les entreprises françaises, pouvoir faciliter l'investissement dans l'économie nationale pour les Français, pour acheter des actions françaises, par exemple des actions du CAC 40. Mais pas que, on peut aussi acheter d'autres actions, pas spécialement que du CAC 40, et pas spécialement que des actions françaises. Au niveau Europe. On peut acheter des actions à l'échelle... Alors je crois pas que ce soit l'Europe, je crois que c'est L'Union la européenne. zone euro ou l'Union européenne, quelque sûr. chose comme ça, enfin c'est quasiment ça. Ou je crois que c'est la zone économique européenne, un truc Tu comme ça. peux acheter La des Z2, actions, ça doit être ça, la Z2. hollandaises, tu peux acheter des actions Ça doit être espagnoles. la zone économique européenne. Et on peut aussi acheter, donc tu as parlé d'ETF. Les ETF, c'est un Panier d'actions. avec la voix douce. C'est un, si vous voulez, par exemple, en France, on a le CAC 40, donc ça représente les 40 plus grosses capitalisations boursières françaises, les 40 plus grosses, on va schématiser, entreprises françaises. On peut avoir un ETF, donc un produit qui va répliquer la performance de cet indice-là. Par exemple, en janvier, le CAC 40 prend 5%, l'ETF, donc c'est un produit financier qu'on va acheter à travers le PEA, il va aussi prendre 5%. En février, le CAC 40 perd 4%, en février, l'ETF va aussi perdre 4%. Exactement. C'est une sorte d'investissement pour répliquer la performance d'un indice. L'avantage, c'est qu'un ETF, ça dépend, mais ça coûte pas très très cher, ça va coûter peut-être entre 50 et 100 euros. À peu près, le prix il est revu, il est condensé, on va dire. Et toi, tu as dit que tu investissais sur des ETF du Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est l'indice américain qui représente les 100 plus grosses entreprises liées principalement au secteur d'activité de la technologie. C'est ça. Apple, Amazon, Tesla, tout ce genre d'entreprise. C'est vraiment, je crois, c'est à 85 ou 90% lié sur les entreprises de la technologie. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube Anthony Développement. Le titre, c'est Ma stratégie pour devenir millionnaire en bourse avec 450 euros. Et j'explique... Petit placement de produit. Ouais, mais Allez, il faut aussi, il faut. Activer la cloche. Exactement. Et donc, on peut quand même, avec le PEA, investir sur des indices étrangers parce que, je ne sais pas exactement comment c'est fait, mais il y a une sorte de micmac fiscal qui est mis en place. Et donc, on peut quand même investir sur des entreprises, sur des indices américains. Pas des entreprises, par exemple, si tu voulais acheter du Amazon avec ton PEA, ça n'aurait pas été possible. Mais là, comme c'est un indice, il y a, je ne sais pas exactement comment c'est mis en place, mais il y a une sorte de possibilité de le faire. Bien sûr. C'est tout à fait légal d'ailleurs. Il y a des Et ETF, comme t'as c'est dit. précisé effectivement sur l'ETF, il y a écrit ETF Nasdaq PEA. Bien sûr. C'est un ETF éligible au PEA. Qui sont émis par des sociétés de type Amundi, Amundi, par exemple. européenne, BNP, Société Lyxor. Générale également vont en faire. Lyxor, Lyxor. effectivement, qui fait partie d'Amundi d'ailleurs. Ils ont racheté. Ah oui ouais, ça se fait racheter ils ont ouais, racheté, il y a quelques Lyxor. temps. Il y a peut-être un an maintenant. Ouais, je crois. Donc l'ETF, effectivement, tu disais tout à l'heure, on parlait de risque. C'est vrai que ça reste un des placements financiers finalement les plus sécurisés, en tout cas les moins risqués. Parce qu'on n'achète pas une action, on n'achète pas de l'action Amazon toute seule. Si jamais Amazon se casse la figure, là on est dans la mouise. Alors qu'en achetant l'ETF, on achète les 100 actions finalement. Si jamais Amazon fait banqueroute, elle sort de l'ETF et elle est remplacée par une autre action. Donc finalement, ça reste du sécurisé. Et si on prend, David, par exemple, la performance du Nasdaq sur un an, Très grosse performance. Hein. Même sur les On 5 l'a là- dernières années. sur les 5 dernières années, on voit que- Ouais. sur un an, le Nasdaq, on est à 46%, effectivement. C'est quelque chose de très important. C'est énorme. Mais après, ça ne veut pas dire que ça va faire C'est 46% l'année prochaine.
ça présage pas le futur, Et malheureusement. comme ouais, les performances passées, Ne présage pas le futur. Petit disclaimer. voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que ça reste du risque contrôlé, on va dire. Parce que tu peux répéter en fait comment tu as investi dans ton PEA. T'as mis du Nasdaq, est-ce que t'as mis d'autres choses? J'ai mis du full Nasdaq en fait. Ah, t'as vraiment full Nasdaq, ouais. Quand j'ai Ça, par commencé, contre, en termes de diversification, c'est vrai. Il y a un côté j'ai risque, commencé, ouais, quand même. j'ai commencé avec plusieurs ETF. Moi, j'ai toujours investi que dans les ETF. Moi, j'ai un niveau de tolérance au risque qui est assez faible en fin de compte au niveau de la bourse. Même si j'ai dit que je voulais investir dans les cryptos, mais j'ai un peu changé depuis. Mais en tout cas, traditionnellement dans la bourse, j'avais un niveau de tolérance au risque assez faible, donc je privilégiais surtout les ETF plutôt que les actions. Donc j'avais commencé avec 3 ETF. De mémoire, j'avais le MSCI World, Ouais. donc qui est assez global dans le monde. Bah, c'est super intéressant parce que C'est très, très général. ouais, c'est très général, mais là, il y a une prise de risque qui est moins importante. Ouais. Puisque tu Mais vas une investir dans. performance aussi moins importante également. Mais ça, c'est Par pas exemple, sûr après. Mais en tout cas, Au vu des chiffres, historiquement, oui. historiquement, c'est en effet. C'est 1600 entreprises à travers le monde. Je vais pas te mentir, la plupart se situent aux États-Unis, mais tu en auras d'autres en Asie En et en Europe. Europe également, en Amérique du Sud. Donc, franchement, coupler le Nasdaq avec du MSCI World, je trouve que c'est pas tant une mauvaise idée et ça permet aussi de lisser ton risque parce que bah, forcément, si tu mets tous tes œufs dans le même panier, tu auras un risque plus important. Ouais. Tandis que si tu diversifies davantage en mettant un peu en France, en Europe, dans le monde entier, tu auras un risque moins important. Après, Cassiel, il y a quelque chose qui est très bien. Tu investis chaque mois. Oui. Toujours la même somme en fait dans ce Nasdaq. Comment est-ce Tu que ça fais- s'appelle ça? Ah bah ça tu vas nous le dire. Du DCA, Du CA, oui, le du terme. Dollar anglais. Cost Averaging. Investir tous les mois le même montant de manière régulière. Et ça, effectivement, sur le long terme, c'est le meilleur moyen pour lisser pour maximiser sa performance et minimiser son risque. Parce C'est que ça. tous les mois, on investit le Parfois même la montant. baisse, parfois la baisse. Effectivement, peut-être que au mois de janvier, on va investir quand ça va être à 60, au mois de février à 62, au mois de mars à 55. Si on avait investi que au mois de mars, que au mois de février par exemple à 62, au mois de mars on est à 55, donc on a beaucoup perdu. Alors que si on a investi sur janvier, février, mars, finalement on s'y retrouve plus et ça fait un effet boule de neige comme ça et donc on a plus de rentabilité, en tout cas potentiellement. En tout cas moins de risque. C'est pas spécialement la rentabilité mais surtout le risque qui est limité. Exactement, parce qu'imaginons qu'on investit annuellement, on va mettre par exemple 1000 euros d'un coup au mois de janvier, mais il suffit qu'au mois de janvier, les On marchés était étaient à un aussi. pic. Et Bah, hop, après, vraiment, on a des chances que Notre point d'entrée, il est est pas, diminue de il mois n'est pas en mois. optimisé. C'est vrai. Tout à Tandis fait. que si on lisse dans le temps, bah, grâce à ça, on maximise les performances et on Tout à minimise fait. le risque. Donc vraiment, c'est c'est la très bien, raison ça c'est justement cassé pour ce que laquelle tu je fais fais. ça, parce que j'ai vu la vidéo d'Anthony où il explique justement que ça aide de faire du DCA. Anthony Développement. Donc voilà, c'est ça, on le rappelle. Le Abonnez-vous. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est sûr que le fait d'investir dans d'autres ETF que le Nasdaq, du coup j'avais le World, j'avais aussi le Emerging Market. Toi, t'aimes bien ça. C'est mon péché mignon, l'énergie market. C'est ta Madeleine de Proust. Je l'apprécie, même si bon, les performances elles sont pas au rendez-vous en ce moment. On est à honnêtement, combien là, sur le Emerging Market du sur un an? 5%. Ça va, on est positif. On est positif, mais quand tu compares à justement le Nasdaq plus 46% ou le S&P 500, c'est plus 20% de mémoire. en un an, S&P, je l'ai noté, ouais, c'est ça, C'est une ça. vingtaine de pourcents. bah, c'est dérisoire. Mais honnêtement, je pense que dans le futur, attention à la Chine. Bah, Vraiment, attention à la Chine. c'est ce la que croissance, tout le monde dit. C'est ce qu'on dit depuis 15 ans. Mais ouais. comme diraient nos amis, to the moon. La croissance de la Chine. Donc franchement, Ouais. Le problème avec la Chine, J'investirais c'est dans La Chine, ils vont pas super bien en ce moment. ouais. Et c'est aussi aussi ça part. Ça Honnêtement, ça part. dégringole. c'est la stabilité politique aussi le problème en Chine. Enfin, bon, c'est assez stable, mais c'est un peu border, c'est un peu une dictature, etc. Donc c'est L'histoire assez... avec Taïwan aussi. Ouais, exactement. L'histoire de conflit, etc. En tout cas, je pense qu'il y a des très belles entreprises, mais après, qui n'ont pas spécialement toujours la liberté d'agir comme elles le veulent, etc. Par contre, le marché interne, il est fou. 1 milliard de personnes Oui, c'est ça. Il y a du qui levier. vendent du produit, vendent des services. Mais après, c'est sûr que aujourd'hui, ça reste quand même encore les USA qui prédominent, drive l'économie mondiale, entre guillemets. Je veux revenir sur le PEA, il y a quelque chose de très important qu'on n'a pas encore dit, et je trouve que c'est la base du plan d'épargne en action. Vas-y. On va le comparer par rapport au compte titre, c'est une enveloppe fiscale en fait, le plan d'épargne en action. En tout, tu l'as très bien dit, pourquoi le PEA a été créé? C'est pour favoriser l'achat d'actions en France notamment, et en Europe. Et donc, grâce à ça, en fait, si
tu gardes Cassiel ton PEA pendant 5 ans, bah, tu vas avoir un avantage fiscal non négligeable. Il faut savoir que les intérêts sur un compte titre, chaque année, tu vas payer 30% sur tes intérêts, Ouais. tandis que ton Sur les PEA, ouais. pendant Sur les 5 ans, et si tu fais aucun retrait, tu vas rien payer. Et si tu fais un retrait après 5 ans, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, et tu vas pas payer le prélèvement forfaitaire unique de 2 à 12,8%. Ouais. Donc Bah, ça, c'est super important 30%, enfin la de, flat tax de 30%. de le préciser. Au niveau de la performance, ça peut changer, surtout pour quelqu'un qui investit pas forcément sur des actions américaines ou des actions japonaises. Même si, franchement, l'idée du compte titre avec Amazon, je trouve que c'est une très bonne idée, parce que les dividendes que donnent les actions Ouais. américaines peuvent être importants, et en plus ils augmentent d'année en année en fonction Amazon, des je suis pas actions. sûr que ça donne des dividendes. Pas forcément Amazon, Mais, j'ai plus Apple, j'imagine des entreprises de ce type, Apple, McDonald's. McDonald's également. Mais après, Donc ça, les c'est dividendes, ils sont pas si importants. Enfin, ils sont importants, mais C'est intéressant quand t'as beaucoup d'actions. ouais, c'est ça. Pour Par multiplier exemple, les t'as des dividendes. boîtes françaises qui donnent beaucoup plus de dividendes. Tu prends du Nexity, du Crédit Agricole, AXA peut-être aussi également. AXA, Crédit Agricole, ils sont à 10% à peu près de dividendes, ça dépend entre 8 et 10%. Coface, c'est une entreprise sur laquelle j'ai investi aussi qui donne beaucoup de dividendes. Amundi, enfin, il y a des entreprises françaises qui donnent beaucoup plus de dividendes que les américaines. Mais après, c'est sûr que sur le long terme, je crois que McDonald's, ça fait 40 ans qu'il verse des dividendes, donc c'est pérenne, on va dire. En fait, c'est le poids lourd de l'économie. Mm. Tout le monde connaît McDonald's, tout le monde connaît Apple. Ouais. On sait que ça, franchement, à part un grand scandale, ces entreprises ne vont pas se casser la gueule. Oh, la figure. Ah oui, on Qu'est-ce est, qu'elle a fait on est poli ici, on est Ouais. poli. On censurera ça au montage. C'est pour ça que Ouais, Le c'est PEA, en tout l'avantage cas, c'est- principal du PEA, c'est c'est sûr. ça. Ouais, C'est sûr, c'est sûr. c'est sûr. On fait un petit point crypto-monnaie, et puis ensuite après on parle plutôt mindset, et puis après on Exactement. conclura. Ouais. Je pense que ça fait déjà. Enfin, c'est déjà bien tout ce qu'on a évoqué. Cassia, tu nous disais que tu voulais investir sur les cryptos, c'est ça? Exactement. Sur le Bitcoin plus précisément. Le Bitcoin? Ouais, bah D'accord. ouais, vous avez sûrement suivi aussi, il y a pas mal d'actualités qui arrivent sur le Bitcoin. Ça, c'est clair, en 2024, il y a du changement. Il y a du changement à ce niveau-là. Il y a du changement. Ouais, il y a plein de choses qui se bousculent. Il y a le TFBTC qui va peut-être sortir. Alors bon, ça c'est... Avec des pincettes, personne ne Avec sait. des pincettes, personne ne sait. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est le 7 janvier. Hein. Quand vous verrez cette Ouais. vidéo, on sera peut-être après justement la date charnière, donc il sera sûrement passé des choses. Donc ouais, il y a potentiellement un ETF Bitcoin qui pourrait sortir, rien n'est sûr. Il me semble que c'est BlackRock qui potentiellement pourrait s'en charger. Bon, si jamais l'ETF ne passe pas, fondamentalement, ça n'aura pas d'impact sur moi, ça sera toujours volatile. Hein, c'est Ça aura un extrêmement volatile. impact sur le coût. Ça rebaissera sur le coût, effectivement. Mais voilà, mais sur du long terme, ouais. je pense que ça va pas faire un changement fondamental. Et par contre, si jamais l'ETF est accepté, là, c'est Fly to the Moon. C'est Fly to the Moon. Et il faut savoir qu'il y a le premier, donc l'échéance, elle est bientôt, hein. Elle est dans 3-4 jours. Donc là, comme je l'ai dit, on est le 7, ça Oui, sera ouais. environ le 10 janvier. Donc là, on a une réponse définitive pour savoir si... Peut-être pas définitive? Définitive, en tout cas pour le premier. Parce qu'en fait, Ok. après, il y a plusieurs autres ETF qui Ok. vont sortir par rapport au Bitcoin Ok. et qui vont suivre au mois de mars, au mois d'avril également. Donc je pense que si celui-là est accepté, il y aura plein d'autres ETF qui seront acceptés Et sur également. d'autres cryptos dans la aussi, crypto-monnaie. sur l'Ethereum, sur d'autres peut-être. cryptos. Ou C'est d'autres ça. crypto-monnaies derrière. Et puis en 2024, on a. Il y a autre chose qui va se passer en Anthony. On en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que ça nous fait rire. Avec My Accent English, The Having Day. Les sous-titres, ça va pas passer. Ça va pas passer, c'est en sous-titre. Non, tu vas Le halving day, effectivement. Alors après, le 17. Le 17 avril. toi comme moi, c'est pas le sujet qu'on maîtrise le mieux en soi, les crypto-monnaies. Hein. Mais effectivement, moi aussi, je m'y intéresse depuis quelques mois. Et en gros, si j'ai bien compris, tous les 4 ans, alors il y a un nombre de bitcoins qui est limité à 21 millions. Il ne peut pas y avoir plus de 21 millions de bitcoins en circulation. Aujourd'hui, il me semble qu'on est à 19,5 millions de bitcoins qui ont été émis. Et en gros, tous les 4 ans, le nombre de nouveaux bitcoins qui est émis est divisé par 2. J'ai une bêtise. Peut-être qu'aujourd'hui, c'était 4 nouveaux bitcoins qui étaient émis à chaque minage. Là, en mois d'avril, quand il y aura le halving day, ce sera plus que 2 bitcoins qui seront émis. C'est peut-être pas ces bons chiffres-là, mais c'est globalement le bon raisonnement. Donc ça veut dire que pour aller jusqu'à ces 21 millions, on va devoir aller jusqu'à l'année à peu près 2130, il me semble. C'est ça. Donc ça veut dire que là, en 2024, on sera dans l'année où, dans cette fameuse année où effectivement le nombre de nouveaux bitcoins est divisé par 2. Donc
sur les cycles précédents, ça a créé un choc d'offres. Ça veut dire que beaucoup de personnes se sont entre guillemets ruées vers ces bitcoins, effectivement, puisqu'il y en a moins qui étaient émis, donc ça devient plus rare en fait. Comme il n'y en a que 21 millions à terme, quand on en possédera un et que les 21 millions seront liquidés, bah finalement ce sera presque de la rareté au final d'avoir. Mais si on a 21 millions, ça paraît beaucoup comme ça, mais finalement c'est pas si énorme que ça. Donc posséder un bitcoin, à terme ça va devenir presque un objet précieux en fait. Donc effectivement, après encore une fois on n'a toujours pas de boule de cristal, mais sur les derniers cycles, l'année du halving day, donc là où le nombre de nouveaux bitcoins est divisé par 2, il y a eu un pic, un boost du prix de ce bitcoin là. Donc après à voir ce que ça va donner pour cette année, mais entre les ETF plus ça, plus aussi tout ce qui est intelligence artificielle, ça va beaucoup pousser de liquidité dans les crypto-monnaies. À voir ce que ça donne cette année, mais ça vaut le coup de s'y pencher effectivement. C'est une bonne. Tu conseillerais peut-être d'investir maintenant, Moi, avant. je conseille pas moi, mais En fonction des profils, bien sûr, quelqu'un qui Non, a un mais profil après, dynamique, c'est qui ça, va pas quoi. mettre Après, 5% de son patrimoine financier. ça, comme tu as dit tout à l'heure, tu as eu une bonne remarque quand vous avez parlé de risque. Tu as dit ça dépend de la profil, situation, bien sûr. du profil. Cassiel, aujourd'hui, il a de l'épargne de précaution, il a pas de. Il n'y a pas de femme. C'est pas moi qui l'ai dit. Il a pas d'animaux, il a pas de chien, Il a pas de charge particulière. Je veux dire, même s'il met 2 ou 3 000 euros là-dedans, ça va pas le mettre à la rue. 5-10% de son Ouais, à peu près, c'est ça. patrimoine, 5-10%, c'est 10%, 3 000 euros, il a 30 000, donc c'est ça. ouais. C'est 10%. C'est ce qui est déjà beaucoup, 10% en soi. Ah, c'est clair. Ce qui est déjà beaucoup. C'est clair. Après, une personne qui n'a pas spécialement d'épargne de côté, je voilà, allez, peut-être mettre quelques centaines d'euros histoire de dire, mais effectivement, de toute façon, ce qu'il faut se mettre en tête quand on investit en bourse et encore plus en crypto-monnaie, puisque c'est encore plus volatile, c'est que c'est recommandé de mettre de l'argent, d'investir cet argent uniquement de l'argent qu'on est prêt à perdre. Exactement. C'est pas de l'argent dont on doit avoir besoin le mois prochain pour payer la facture d'électricité. Ça, Donc, de base, on doit déjà avoir une épargne de précaution, comme on ouais, appelle ça. c'est ça. Donc, généralement, c'est entre 3 mois et 6 mois de revenus. Mm. Je vais prendre quelqu'un qui gagne 2000 euros. Sur 3 mois, en fait, ça ferait au minimum 6000. Et il pourrait aller jusqu'à 12 000 euros. Tout dépend de sa Par exemple, situation je pense, aussi. à l'achat d'une voiture, par exemple. Par exemple. Tu peux nous en dire plus, tu nous en parlais rapidement tout à l'heure en off. Ça coûte cher les voitures. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et il faut faire très attention, mais justement, tu as eu un beau réflexe. Tu peux peut-être nous en parler. Oui. C'est une histoire assez cocasse. Là, moi, je trouve. là, c'est plutôt pour l'anecdote. Oui, Ouais, on c'est change ça. Ouais, c'est Et anecdote. ça rebondit un peu sur la prévoyance tout de même. Anecdote avec assurance. J'ai acheté une voiture il y a quelques mois, à peu près 6 mois. Puisque ma voiture actuelle m'avait lâché, enfin elle commençait à être vieille, le contrôle technique approchait, niveau réparation ça me coûtait toujours de plus en plus cher, donc il était temps de le changer. Donc j'ai acheté une voiture d'occasion dans un garage professionnel, j'essaye la voiture, tout se passe très bien, la voiture fonctionne, je l'achète, on fait la transaction, tout se passe nickel. 2 semaines plus tard, j'entends mon moteur, je roule, j'entends un gros bruit de martèlement, ça fait tam 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 tam. Et là je vois de la fumée qui sort du capot. Ça sent pas beau, là. Je me dis ça sent pas bon. Donc je m'arrête sur le bas-côté, j'essaie de redémarrer, la voiture elle redémarre pas. Et bon, elle a plus jamais redémarré. Donc du coup j'appelle mon assurance, tout le processus habituel, ils mandatent un expert pour voir, puisque la voiture venait d'être achetée, donc on soupçonnait un vice à l'achat. D'accord. Et donc l'expert vient et se rend compte que finalement oui, il y avait plusieurs malfaçons dans le moteur. Et donc à ce moment-là, par chance, par anticipation aussi, j'avais pris une assurance protection juridique. Oui, d'accord, que c'est ton assureur qui t'a conseillé de la prendre. Oui, mon assureur m'a conseillé de la prendre au moment où j'ai assuré ma voiture. Il m'a proposé toutes les options, dommages corporels, bris-glace, toutes les options, dont la protection juridique. Et elle te coûte combien d'ailleurs cette assurance protection juridique? Alors, À titre d'information pour nos auditeurs. Alors j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est entre 200 et 300 euros par an, je crois. C'est... Ça doit être un peu moins. Ah, c'est élevé comme toi, c'est ta protection juridique. Alors, en général, c'est entre 8 et 10-12 euros à peu C'est près. ça, ouais, à peu près, ouais. Euh, justement, Enfin, c'est de base après, que toi, je dis. c'est peut-être l'assurance totale, non? Enfin, je sais pas. Non. Ok, mais c'est peut-être vraiment ça, hein. Il faudrait que je vérifie. Ah, peut-être qu'il y a des garanties en plus. Ouais, que après, les c'est protections Oui, c'est juridiques possible que ce soit classiques. le package aussi qui me coûte ce prix-là, puisque j'ai pris d'autres options aussi à côté. Ouais, c'est possible. alors. Donc ouais, possible qu'il y ait d'autres options qui rentrent en compte. Mais en tout cas, ce qui est bien avec l'assurance protection juridique, et la raison pour laquelle je la conseille à tout le monde, surtout lorsque vous achetez une voiture,
ou même une maison, ou enfin tout autre Un bien litige avec les sur voisins, lesquels, ça ouais, peut être c'est dans ça. plein de cas possibles, hein, Tout plein de cas de autre, figure. en fait, n'importe quel bien où vous êtes susceptible de D'avoir des découvrir litiges. d'avoir vices. des litiges. Ouais. Et ben, l'assurance protection juridique, ce qui est bien, c'est que votre assurance prend en compte l'avocat, les démarches juridiques, les experts qui sont mandatés. Tout est pris en charge par l'assurance. Donc moi, typiquement, dans le cadre de ma voiture, j'ai pas dépensé le moindre euro. C'est mon assurance qui a pris en compte du coup toutes ces dépenses. Ça, c'est top. Ouais, C'est franchement, quoi le verdict alors? ça sauve. Le verdict, c'est le 8 février. Et on donnera des nouvelles de Cassiel. On pourra faire une Le vidéo, février. Entre ça et le Halving Day, Est-ce cette que- année, wow, On fera une vidéo. Que sont-ils devenus? Cassiel aura-t-il On gain de discute. cause? Rendez-vous le février. On croise les doigts. Ok, Un jour, mon anniversaire, donc je pourrais m'en rappeler facilement. bon bah voilà. On sait tout maintenant. c'est Voilà tout. pour la parenthèse assurance. On a évoqué plein de choses avec toi, Cassiel. On va plutôt maintenant parler, pour terminer, de ton état d'esprit, même si on l'a déjà un petit peu compris avec ton aspect effectivement investir pour se libérer du salarié, etc. C'est un peu une question qui va faire entretien d'embauche, mais comment imagines-tu ton quotidien dans 10 ans? Alors, 10-15 ans, allez, on va dire. dans 10-15 ans, pour rebondir un peu sur ce que je disais tout à l'heure, ce serait du coup d'avoir ces trois notions de liberté que j'ai évoquées, temporelle, géographique, financière. Ça me fait un peu penser, j'avais vu, vous avez peut-être lu le livre de Victor Laura, La retraite à 40 ans. Je l'ai pas lu, j'en ai entendu parler. J'ai j'ai pas lu, mais j'ai vu des vidéos sur lui qui C'est sont un peu- passées sur Insta, sur YouTube. C'est un peu un classique. Je connais Père riche, Père pauvre. mais- Ouais, c'est à peu près le même, c'est le même délire. C'est du développement personnel. Et il fait la présentation de différents modes de vie, on va dire. C'est un mouvement qu'il appelle le mouvement FIRE. Mm. Alors, c'est un acronyme, je connais plus C'est exactement. Financial Retire Early. Possible. Ouais, c'est ça. What Genre, an accent. What an accent, ça, on coupera pas ça. C'est vrai, c'est Financial Investissement Retire Early, c'est ça. En Bah, gros, voilà. retraité avant la retraite grâce Ouais, à ses retraite investissements. anticipée. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, du coup, il présente différents types de FIRE. On a le premier niveau, celui-là, j'ai plus son nom. Il me semble que c'est J'ai les deux le Lean Fire, il me semble. Ah oui, possible. Je crois que c'est Lean Fire. Lean Fire, c'est vivre, on va dire, de manière assez frugale, pas beaucoup dépenser, etc. Mais au moins, avec ses investissements, exactement, on n'a pas à travailler. Après, on a le Standard Fire, où là, admettons, tu gagnais 2000 euros, bah, tu gagnes 2000 euros grâce à tes investissements, et du coup, tu n'as plus à travailler, donc tu as un niveau de vie classique. Après, tu as le Barista Fire. Barista Fire. Ouais. Ça, c'est plutôt ton objectif. Plutôt du sympa. coup. Ouais, c'est ça. Bah, oui. Tu peux expliquer un petit peu à la communauté? Le Barista Fire, du coup, qui est juste au-dessus du Standard Fire. Du coup, tu peux vivre de toutes tes rentes liées à tes différents investissements, immobiliers, bourse, peu importe. Et en parallèle de ça, tu fais un job, en fait. Tu peux travailler, par exemple, je sais pas, tu peux aller être serveur en Espagne pendant 2 mois pendant l'été, si tu veux. Tu peux voyager, devenir, j'en sais rien, moi, moniteur de plongée à Tahiti, si tu veux. C'est vraiment juste la notion de faire un travail, mais par pur plaisir. Juste parce que t'as envie de t'amuser, t'as envie de découvrir des choses, et du coup, tu peux le faire, mais sans aucune contrainte, en fin de compte. Ok. Donc ça, voilà, c'est le Barista Fire, et C'est c'est le goal. ce que je trouve, C'est c'est ce finir que je trouve en- assez intéressant. Finir avec la rat race au final. Ouais, c'est ça. C'est ça ça. En finir avec la ça race, rejoint un peu ça. effectivement. Ouais. Puis après, on a le dernier niveau qui est le Fat Fire, et qui lui est du coup le niveau, on va dire, ultime du mouvement Fire, où tu touches de gros revenus sans travailler. Là, t'es prof de plongée à Tahiti, mais tu fais de la plongée en sautant de ton yacht. Ouais, C'est un peu ça, quoi. C'est ça, dans ta piscine de billets. Ouais, c'est ça. Donc, Oncle, ouais. Oncle Picsou. C'est ça. Donc voilà, pour mon état d'esprit en tout cas, oui, ce serait. Donc ça rejoint 10-15 ans au final. Alors bon, 10-15 on est ans, ça me paraît. Ambitieux, mais... Ça me paraît quand même assez ambitieux. Ah, il faut être ambitieux, je pense. Hein. Oui, après. C'est un homme, Après, c'est non, important. oui, c'est sûr que c'est important. Après, oui, c'est sûr qu'il faut se Faut se donner les se moyens. fermer aucune porte, et il faut pas s'interdire d'avoir des ambitions, ça c'est sûr. Donc oui, après, ouais, si ça serait mon objectif en tout cas. C'est sûr que sans travail, il n'y a rien. Dans tous les cas, il faut que tu bosses Ouais, pour y arriver. c'est clair. Ça, c'est clair. Comme a dit Cristiano Ronaldo, avec le talent, on peut faire des choses, mais sans travail, il n'y a rien. Donc, on est obligé de travailler pour avoir ce qu'on veut. Et on a une deuxième question à me poser. Mm. Pour toi, c'est quoi la réussite? Qu'est-ce que réussir sa vie?
Et quelle place pour toi occupe l'argent? Parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais justement, est-ce qu'elle a une place centrale dans ta vie? Comment vois-tu l'argent, donc, à tes yeux? Alors, la réussite, déjà, c'est quelque chose de subjectif pour moi. Ma définition de la réussite ne sera pas la définition de la réussite de quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Pour moi, il y a plusieurs réussites en fin de compte. Il n'y en a pas qu'une seule. Il y a la réussite sur plusieurs plans, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan financier. Mais si jamais je devais vraiment faire un package, on va dire, ma notion de la réussite, ce serait d'être bien dans ma vie, donc avec une famille soudée. Donc finalement avec une femme. Avec une femme, c'est ça. Alors, Ce qui a pas à pour tous nos l'instant. auditeurs, Cassiel veut rencontrer une femme. Ah, l'écoutez pas. Non, mais voilà, la réussite pour moi, c'est voilà, une vie de famille. On mettra son Insta en description. Bon, Après, après, on commence à être fatigué aussi, je pense. Ça fait 2 heures de tournage. Il fait mieux là, il fait mieux. Allez, Comment ça fait c'est vrai que ça fait un moment. quoi. Vas-y, Cassiel. Mais donc voilà, pour finir. Une vie familiale où tout se passe bien, avec un cadre aussi social, avec des amis, avec qui tout se passe bien, donc sur ce point-là, la santé. Et aussi, forcément, oui, des revenus assez importants qui me permettent du coup de faire ce que je veux. Donc, en fait, juste de ne pas se préoccuper du prix, que le prix ne soit plus un frein. Si jamais tu as envie de manger au restaurant ce soir, tu manges au restaurant ce soir. Si jamais tu as envie de partir en vacances je sais pas moi, à Bali, bah tu vas en vacances à Bali. Ok. Tu vois, vraiment cette notion de liberté en fait, pour moi c'est vraiment la liberté que peut apporter l'argent. En fait c'est pas l'argent en lui-même la fin, c'est juste le moyen pour atteindre cette liberté. Mais comme dirait Florent Pagny, mais vous n'aurez pas ma liberté de penser. Exactement. C'est une belle phrase de conclusion, moi, je trouve. Ok, bah merci Cassiel pour. Et quelque chose qu'a dit Cassiel qui est vrai, c'est que la réussite, c'est propre à chacun. C'est propre à Et chacun. on n'aura pas effectivement. tous la même définition que Cassiel. Anthony, tu as ta propre définition, j'ai Ouais. ma propre définition. Et vous qui nous écoutez, vous avez votre propre définition également. Donc, écoutez. Chacun, effectivement. Mais c'est une question à Chacun, se poser, je pense, effectivement. Pour moi, qu'est-ce que la réussite Et après, en fonction de ça, qu'est-ce que je dois mettre en place pour atteindre cette réussite C'est Bon, c'est des belles phrases, on est fort. Là. Vous pouvez dire en commentaire quelle est selon Ouais, vous la définition de la effectivement. réussite. Exactement, c'est bon, mais Il va revenir. Il va revenir. On finit en force. Merci pour tout, Cassiel. Bah, merci à vous d'être pour venu. l'invitation. Écoutez, c'était une belle réussite pour cette première de Café au Première, Verre d'eau. ouais. La prochaine fois, ça sera dans quelques semaines. Et vous aussi, si vous souhaitez être invité de Café au Verre d'eau à l'avenir, n'hésitez pas à remplir un formulaire. Alors, Anthony, est-ce que tu peux nous en dire plus pour compléter justement ce formulaire et venir ici, chez Café au Verre d'eau? Yes, David. Bah, en fait, effectivement, déjà, vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, donc TikTok, Instagram, YouTube et toutes les plateformes d'écoute de podcast. Il y aura un formulaire, effectivement, qui sera mis à disposition en description de la vidéo ou description de la chaîne. C'est un questionnaire qui prend, 5-10 minutes à remplir, et derrière, nous, on revient vers vous, effectivement, pour reprendre contact avec vous et peut-être... organiser effectivement ce futur podcast. Ok. Bientôt. Et puis bah écoutez, j'espère que le podcast vous a plu. N'hésitez pas à donner vos impressions en commentaire. C'est ça, n'hésitez pas à nous envoyer partager. un email si vous avez des questions, un message Ouais. privé. Ouais, effectivement. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne journée. Allez, À très bientôt. à plus. Peace.